Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi et demi, puisque vous le savez, désormais, nous allons jusqu'à midi et demi, 2 heures d'infos pour vous, donc 30 minutes de plus. Charles-Henri Gallois, bonjour. Merci d'être avec nous, essayiste et président du mouvement Reprenons le contrôle. Et vous avez publié un livre qui s'appelle Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et migration. Reprenons le contrôle. Mohamed Gassama, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là, délégué Renaissance dans la 20e circonscription de Paris. Et puis Philippe-Henri Honegger, bonjour. Bonjour. Avocat pénaliste. Et puis dans un instant, va nous rejoindre Cyril Hermadincar, mais qui est un ancien policier qui est dans les embouteillages parce que Paris, c'est un peu la catastrophe. L'Île-de-France, aujourd'hui, on compte 460 km de bouchons en Île-de-France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une grève du côté des trains, une grève du côté des RER. Résultat, c'est une pagaille monstre à travers la capitale. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour réclamer des primes avant les Jeux Olympiques. C'est une fonction de plus, un métier de plus qui réclame des primes avant les Jeux Olympiques. Alors, ce matin, eh bien, Marion Maréchal était invitée de Laurence Ferrari. Elle a expliqué que ça suffisait, ces grèves à tout va, en particulier dans la fonction publique, et qu'il faudrait peut-être supprimer le droit de grève, voire le réduire, en particulier les jours fériés ou pendant les vacances scolaires. Je vous propose d'écouter donc Marion Maréchal ce matin sur CNews. Nous devons durcir aujourd'hui les conditions du droit de grève, qui, je le rappelle, au départ n'existait pas dans le statut de la fonction publique, puisque c'était la contrepartie à l'emploi à vie. Il n'est pas normal qu'il y ait cette prise en otage, en particulier au moment où il y a les vacances scolaires, et donc les moments les plus sensibles. Donc on supprime le droit de grève. Et donc à minima, il faut interdire le droit de grève au moment des vacances scolaires et des jours fériés dans la fonction publique, ce qui paraît être le minimum en contrepartie, une fois de plus, de l'emploi à vie et de la sécurité de l'emploi à vie. Charles-Henri Gallois, est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'il faut réduire aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que les Français en ont marre. Ils en ont marre de ces grèves qui arrivent toujours avant les grands week-ends, qui arrivent toujours quand il y a des jours fériés pour se prolonger un petit peu les congés. Voilà, il y en a marre. Est-ce que la solution, ce serait d'encadrer, voire elle parle même à un moment donné de supprimer carrément ces jours de grève pour la fonction publique en disant, en fait, c'est un échange, l'emploi à vie, et en échange, vous ne faites pas grève. Alors, le supprimer, ça me paraît un petit peu excessif, parce que le droit de grève fait quand même partie des droits des Français, et dont ceux qui travaillent dans la fonction publique. En revanche, on peut comprendre les usagers qui sont excédés, on l'a vu d'ailleurs dans les reportages avant. Moi, je pense à tous ces gens qui vont mettre 2-3 heures pour faire leur transport. Pour eux, c'est évidemment insupportable. Et il y a aussi quand même une question d'image de la France quand on parle des Jeux Olympiques. Donc, à défaut, évidemment, il ne faut pas interdire le droit de grève, mais il faudrait certainement augmenter le service minimum pendant certains moments, notamment effectivement les jours fériés ou les grands événements tels que les Olympiques. Maintenant, il faut aussi comprendre les revendications, parce qu'il y a quand même un contexte global de pouvoir d'achat en France qui est catastrophique. Si on prend les chiffres de l'inflation par rapport aux hausses de salaire, on sait très bien que depuis 2021, ça n'a pas compensé. Il y a tout un tas de fonctionnaires, d'ailleurs pas forcément ceux de la SNCF, avec le gel du point d'indice qui est d'ailleurs demandé par l'Union européenne dans les grandes orientations économiques. On voit qu'il y a une paupérisation massive des Français, et notamment ceux de la fonction publique. Donc on peut comprendre le contexte global, et ça, ce problème-là, c'est pas la faute des usagers, c'est bien la faute du gouvernement, qui, au niveau du pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. Non, mais il y a quand même certains métiers qui sont en grève en permanence. Enfin, excusez-moi, mais bien le problème. C'est la SNCF, c'est la RATP, c'est toujours les mêmes, en fait. C'est bien le problème. C'est pour ça que moi, je suis favorable. Il y a déjà un service minimum qui existe, mais on pourrait l'étendre, notamment pour des périodes. On ne voit pas beaucoup l'effet du service minimum. Regardez, aujourd'hui, c'est bouché partout. En fait, c'est bouché partout. Parce qu'il y a un problème d'application, et surtout, le service minimum, quand c'est 1 sur 4, c'est peut-être pas assez. On pourrait augmenter le service minimum dans certains cas, Jeux Olympiques, encore une fois, jours fériés, pour éviter que ce soit les Français qui soient pris en otage, alors que fondamentalement, les grévistes devraient s'adresser au gouvernement, en fait, plutôt que de priver de droits privés de mobilité. Ils s'adressent au gouvernement, mais comme le gouvernement ne répond pas en général, il passe par la grève. C'est bien le problème. Philippe-Henri Honegger, vous pensez qu'il faut passer par une réduction du droit de grève, en tout cas si ce n'est pas une abolition totale, puisque ça sera compliqué bien évidemment, en tout cas interdire dans les transports, par exemple, de faire grève les jours fériés, les jours de grand départ? Je dois vous avouer que les propos qui sont tenus par cette dame, moi... Marion Maréchal. Oui, extrêmement étonnant, voire un peu choquant. Pourquoi ? C'est-à-dire que venir en 2024 vous dire qu'on doit revenir sur un droit constitutionnel garanti depuis 80 ans ou plus par la Constitution de manière absolument totale,
Personnellement, ça me choque, parce que c'est une avancée des droits des uns et des autres sur lesquels elles semblent revenir de manière tout à fait légère. Et à mon sens, ça présuppose vous trouvez qu'elle a tort? Mais je trouve qu'elle a absolument tort, évidemment. Pas forcément. D'abord, la première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les gens font grève, ils ne sont pas payés. Ils ne le font pas pour le plaisir, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans des conditions de travail telles qu'ils estiment que continuer dans ces conditions-là serait insupportable. Mais comment vous expliquez que c'est toujours les mêmes? Comment vous expliquez que c'est toujours la SNCF, que c'est toujours la RATP? C'est pas toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font Non, grève. c'est pas toujours les mêmes. Mais oui, vous savez bien. Non, alors, c'est pas toujours les mêmes, mais effectivement... Et c'est toujours au même moment, c'est toujours avant les grands départs. Alors, un, c'est pas toujours les mêmes, et deux, effectivement, il y a un certain nombre de fonctions pour lesquelles c'est plus sensible. Mais c'est le principe du droit de grève. C'est-à-dire que le droit de grève, c'est le droit d'importuner, c'est le droit de gêner. Alors, il y a déjà des aménagements qui ont été faits, notamment dans le cadre des transports, par rapport à la continuité du service public, mais j'allais dire, d'un côté, le droit des uns de se plaindre des conditions de travail dans lesquelles ils travaillent, et d'avoir le droit, d'une manière ou d'une autre, de revendiquer ses droits, c'est absolument garanti par la Constitution. Oui, il n'y a pas ce le droit qu'elle dit Marion Maréchal, c'est pourquoi est-ce que ça se fait? Par exemple, les jours de grand départ, on pourrait estimer que les jours de grand départ, on ne fait pas grève. Voilà, mais simplement parce que vous impactez tellement de gens qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Alors, il y a deux choses. Un, elle remet en cause l'intégralité du droit. Alors, elle dit oui, on pourrait tout interdire, mais elle dit bon, au moins commencer par limiter. Il est choquant, il faut quand même le dire. Il est choquant. Et en revenant sur ce droit-là, on revient aussi sur le droit de l'ensemble des autres travailleurs qui un jour pourraient se trouver dans cette situation. La deuxième chose, c'est que quand on commence à fixer les conditions dans lesquelles on a le droit ou pas de faire la grève, les jours où on a le droit ou pas, la durée où on a ou pas, petit à petit, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer des limites qui font que le droit de grève, qui est le droit d'importuner, ne va plus importuner. Et à ce moment-là, on vide de sa substance le droit de grève. Le principe, c'est justement de pouvoir gêner. Donc c'est le principe de l'emmerdement maximum. En fait, vous défendez le principe de l'emmerdement maximum. Moi, je défends... Plus on emmerde les gens, mieux c'est. C'est le principe du droit de grève. C'est le principe du droit de manifester. Le principe du droit de grève, c'est pas le droit d'emmerder. C'est pas fait pour ça. Exactement le cœur du principe. Non, le principe, c'est faire grève. Ça veut dire arrêter de travailler. Ça ne veut pas dire forcément emmerder le plus possible les autres. Mais le principe du droit de grève, c'est justement en arrêtant de travailler, d'emmerder notamment son employeur et les son usagers. employeur, mais là, c'est tout le monde, c'est tous les Français. De telle manière qu'on mette la pression sur l'employeur pour qu'il accorde les droits auxquels... Mohamed Gassama, comment vous réagissez, vous? Non, le droit de grève, effectivement, est constitutionnel. On ne va pas revenir là-dessus. Et on voit bien que... Est-ce qu'on peut le limiter? De toute façon, il y a eu le service minimum qui a été mis en place. Ça marche pas. C'était sous Sarkozy. Il y a ce service minimum qui est en place. Mais on sait très bien que l'extrême droite veut revenir sur tous les droits, notamment celui-là, qui est un droit effectivement constitutionnel. Moi, je suis pas de ceux qui veulent remettre en cause ce droit de grève. Et vous savez que je pense que la majorité des Français sont d'accord avec l'idée de limiter à certains moments le droit de grève. Pas le supprimer, bien évidemment, mais limiter, dire quand c'est le début des grandes vacances, qu'il y a 2 ou 3 week-ends, on pourrait interdire à ce moment-là de faire grève. La question, en fait, sous-jacente, c'est pourquoi on arrive à la grève. Je pense qu'effectivement, là, il y a peut-être des syndicats qui jouent peu de la situation pour un peu faire monter la pression dans les différentes entreprises. Et donc, je pense qu'il y a peut-être eu un manque d'anticipation de la part des directions et du dialogue social qui doit avoir lieu dans ces entreprises-là, et pour arriver à une situation pour que la grève n'ait pas lieu. C'est les JO qui arrivent. On voit bien qu'il y a beaucoup de revendications sur les primes qui arrivent en ce moment. Et le gouvernement cède surtout. Il cède surtout, le gouvernement. Le gouvernement, il a tellement peur. Il a tellement peur, le gouvernement. Il cède surtout. Là, vous exagérez. C'est un pognon de dingue, ça va nous coûter, cette histoire. C'est pas un pognon de dingue, vous exagérez. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais oui. Comment dire oui, il y aura une utilisation très forte. Effectivement, les salariés vont être très mobilisés pendant les JO. Et je pense qu'effectivement, c'est normal de pouvoir les rétribuer pour cette utilisation. Les policiers, par exemple, ne vont pas aller en vacances pendant tout le mois d'août, parce qu'ils seront mobilisés pour les JO et pour la RATP, les contrôleurs aériens, les éboueurs, excusez-moi, tous ils réclament des primes. Et comme le gouvernement a peur, il a peur, le gouvernement, il cède surtout. C'est pas une question de peur. On va écouter de bon sens. On va écouter le Mick Guillot. Non, c'est pas une question de bon sens, c'est qu'il y a la trouille. Il y a la trouille que ça se passe mal. Il faut être le gouvernement. On va écouter le Mick Guillot, journaliste économique à CNews, qui va nous expliquer partout le gouvernement a cédé. Regardez.
La RATP, c'est jusqu'à 2500 € de prime pour les conducteurs du métro. Même le personnel administratif mobilisé aura des primes, ainsi que les agents en station. Côté aéroport de Paris, 70 €, c'est ce qu'ont obtenu les salariés par jour travaillé pendant les JO. Et puis on en a beaucoup parlé, 1500 € en moyenne pour les contrôleurs aériens. Mais là, ce n'est pas une prime, c'est une augmentation qui sera pérenne, qui durera même après les JO, ainsi que des jours de congés supplémentaires. Pour les forces de l'ordre, extrêmement mobilisées pendant ces Jeux, les primes iront de 1000 à 1900 €. Et puis pour les éboueurs, récemment, on a parlé d'un mouvement de grève à Paris. Ils ont obtenu de 600 à 1900 € en fonction de la surcharge de travail. Enfin, on peut citer les hôpitaux, en espérant que eux ne soient pas surmobilisés pendant les JO, ce qui serait mauvais signe. Ils ont tout de même obtenu des primes de 800 € pour les infirmières et les infirmiers, à 2500 € pour les médecins. Charles-Henri Gallois, c'est le quoi qu'il en coûte version JO. C'est-à-dire on a tellement peur que ça se passe mal qu'on cède. Effectivement, ils sont un peu plus à l'écoute qu'ils ne l'étaient pendant à l'écoute, vous appelez ça être à l'écoute. Des retraites, on va dire, effectivement. Mais il y a un problème global, effectivement, de dépenses publiques de la part de la Macronie, parce que je rappelle quand même que Emmanuel Macron, il a quand même augmenté la dette publique de près de 1000 milliards d'euros. Oui. Parce que c'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en 7 ans, il a fait plus de dettes que ce qui s'était constitué avant 50 ans. C'est-à-dire que même la dette publique en 1998, c'est l'équivalent de tout ce qu'Emmanuel Macron a créé en 7 ans. Donc on l'appelait le Mozart de la finance. En fait, Emmanuel Macron, c'est le Beethoven de la dette. Et ça, le problème qu'il va y avoir là-dedans, c'est que on pourrait se dire, voilà, c'est très bien, il n'y a pas de conséquences. Mais s'il y a des conséquences, parce que vous allez avoir la charge de la dette qui va augmenter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire demain moins de services publics, ça veut dire qu'il va falloir réduire drastiquement les dépenses. Et Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il fait une hypothèque en fait sur les générations futures. Et ça, c'est absolument pas acceptable. Mais il s'en fiche là, par exemple. Il cède surtout. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir dire à la fin, les Jeux Olympiques se sont bien passés. Il n'y a pas eu de grève. Exactement. C'est tout ce qui l'intéresse aujourd'hui. C'est la seule chose qui l'intéresse. Le problème, Mohamed Gassama, attendez. C'est les Français qui payent à la fin. On parle de pouvoir d'achat. Effectivement, si les salariés sont mobilisés pour justement travailler pendant ces périodes-là, il me paraît normal qu'on leur donne de l'argent pour que, justement, ce soit compensé. Enfin, parfois, c'est très contradictoire, tout ce qu'on entend. Il ne faut pas augmenter... Mais les contrôleurs aériens, leur augmentation qui va être pérenne, par exemple, pourquoi elle est pérenne? Peut-être qu'ils ont bien négocié. Voilà, exactement, c'est ça. Non, mais une négociation, c'est quoi? C'est obtenir des résultats pour les différents corps de métier. Mais je crois que le budget de l'État avait des problèmes. Je crois qu'on était dans un déficit énorme et tout à coup on distribue l'argent. L'État, il est tenu. Il est tenu par qui? Bruno Le Maire. Vous trouvez qu'il tient le budget de l'État? Je pense que c'est quelqu'un qui est assez sérieux. C'est la meilleure blague du jour. Des finances. Non mais vous avez vu le déficit? Excusez-moi, vous avez vu le déficit? Et vous trouvez que c'est tenu le budget de l'État? Monsieur Morandini. Comment vous pouvez dire ça sérieusement? Pendant la crise Covid. Attendez, juste. Mohamed Gassama, vous faites de l'humour ou vous êtes sérieux quand on dit que le budget de l'État est tenu? C'est important ce que je vais dire. Pendant la crise Covid, personne n'a redit que, oui, il fallait soutenir les PME, il fallait soutenir le pouvoir d'achat, il fallait soutenir les salariés pendant cette crise Covid. Là, personne ne disait rien. Maintenant, ça y est, tout le monde revient en disant... La crise Covid, c'est 200 milliards, il a fait 1000 milliards de dettes. Attendez, si ça n'avait pas été fait, qu'est-ce qu'on aurait dit? On a dit il laisse le crever les gens. En fait, ça, monsieur, c'est pas la question. La crise Covid, ça a été évalué par la Cour des comptes. C'est 200 milliards. Vous avez fait 1000 milliards de dettes. Donc ça veut dire qu'il y a 800 milliards de dettes de mauvaise gestion. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui a signé le plan de relance de l'Union européenne qu'on n'a pas encore payé. Il va falloir payer 110 milliards d'euros pour en récupérer que 37. Donc c'est une arnaque. Relance pour les territoires, relance pour l'écologie. Vous avez fait, monsieur, le bouclier tarifaire sur l'électricité, 50 milliards d'euros. Ça ne sert absolument à rien si on avait rétabli un prix national de l'électricité. Donc vous dépensez l'argent par les fenêtres. Après, il ne faut pas s'étonner que la situation financière soit catastrophique. Vous faites du populisme, mais c'est pas grave. Non, monsieur, c'est la réalité des faits. Vous faites du populisme. Et moi, ça m'affole quand vous me dites que les finances publiques sont bien tenues. Honnêtement, j'ai l'impression d'être dans un one-man show. C'est un stand-up. Mais la réalité, tous les Français le voient, tous les économistes sérieux le disent, la situation budgétaire et financière de la France est absolument abyssale. Elle est catastrophique et on va le payer demain. Le problème, c'est que c'est les Français qui vont le payer. C'est pas Bruno Le Maire, c'est pas Emmanuel Macron qui font erreur sur erreur. Ce sont les Français qui vont payer cette gestion qui est calamiteuse. Ce qui est sûr, c'est qu'on a soutenu les Français pendant les... D'accord, mais la question, c'était est-ce que le budget est tenu? La réponse est non. Il est tenu, le budget. Mais enfin, avec ce déficit, c'est tenu. Et comment vous pouvez dire que c'est tenu avec un déficit pareil? Excusez-moi. Laissez tomber. Le problème... Bah oui, je laisse tomber, mais si vous voulez. Mais après que les Français voient bien les chiffres. Laissez tomber les Français pendant toutes les crises.
Mais quel rapport? C'est le rapport. Mais le déficit d'aujourd'hui, la totalité du déficit, c'est pas dû à la crise. Si le gouvernement n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Aucun pays n'a créé autant de dettes publiques que la France. Donc il faut arrêter de dire... Vous entendez ce que vous dit Charles-Henri Gallois? Aucun pays n'a créé autant de dettes que la France. Pour des résultats d'ailleurs de croissance qui sont catastrophiques. Bon, allez. Si vous mettez l'euro de déficit par rapport à la croissance, en fait, on fait beaucoup plus de dette publique qu'on ne fait de croissance. Donc, si vous êtes dans une logique entrepreneuriale, par exemple, de rentabilité, ça veut dire que le bilan est catastrophique. On est dans une entreprise, tout à fait. On est dans une entreprise qui aurait fermé. Excusez-moi, si on était une entreprise... Et avec des dirigeants qui ont été virés. Voilà, on aurait viré les dirigeants et on aurait déposé le bilan. Vous êtes d'accord? On n'est pas dans une entreprise, on est dans un pays entier. Heureusement, on a le droit de faire des déficits. Allez, on va faire le CNews Info avec Somaya Labidi. Ensuite, on ira en direct en Nouvelle-Calédonie, parce que là aussi, la situation est tendue. Il y a deux discours. Il y a le discours officiel qui nous dit c'est en train de s'arranger. Et puis, il y a les gens sur place, il y a nos envoyés spéciaux qui nous disent mais non, ça reste très tendu. On va voir ça dans un instant. CNews Info, Somaya Labidi. Ce sera l'un de vos thèmes de débat, Jean-Marc. 400 entreprises et commerces touchés depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie. La situation est telle que la Chambre de commerce et d'industrie de l'archipel a appelé, je cite, à préserver le peu qu'il reste de l'économie, précisant que plus de 1000 employés sont désormais sans travail. Un hommage républicain lui sera rendu à 17h en mairie de Marseille, la ville qui a fait de lui son maire emblématique. Puis d'hommages et de réactions après l'annonce hier du décès de Jean-Claude Gaudin à l'âge de 84 ans dans sa résidence de Saint-Zacharie, dans le Var. Et puis un petit truc en plus, le film d'Artus fait un véritable carton et passe la barre des 3 millions d'entrées. Moins de 3 semaines après sa sortie, ce film à petit budget de 6,4 millions d'euros, sans grande star de cinéma, son affiche a dépassé les blockbusters américains. 11h04 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. On va parler de la Nouvelle-Calédonie avec cette question: quel est le vrai état des lieux? Parce qu'il y a un peu deux discours qui circulent. Il y a un discours ici, à Paris, où on nous explique que les choses sont en train de se calmer, les choses sont en train de s'améliorer. Et puis on a les témoignages des gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie qui nous disent mais non, ça continue à être tendu. Et puis il y a nos envoyés spéciaux de CNews, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, qui sont en direct. Bonjour Régine, merci d'être avec nous. Moi je voulais savoir quelle était la réalité sur le terrain, parce que vous y êtes, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que, comme on l'entend ici, la situation est en train de se calmer? Non, absolument pas, Jean-Marc. Elle n'est pas du tout en train de se calmer, la situation. Cette nuit, enfin la nuit précédente, il y a eu plusieurs incidents sur l'île de la Nouvelle-Calédonie, notamment au nord de Nouméa, où il y a un quartier où les routes sont bloquées, elles sont inaccessibles. Dans un autre quartier au sud de Nouméa, à Touban, il y a eu vraiment des grosses tensions avec des tirs. À Magenta, c'est là où il y a l'aérodrome, les forces de l'ordre sont intervenues aussi. Donc non, la situation n'est pas du tout en train de se calmer, Jean-Marc. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour preuve, l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient annoncé qu'ils allaient dépêcher des avions pour venir chercher leurs ressortissants. Et c'est ce qui s'est passé. On était là, il est 20h en Nouvelle-Calédonie, enfin 20h en heure française. Enfin non, excusez-moi. Il est 20h en Nouvelle-Calédonie et 11h heure française. Et en fait, à 15h, il y a eu le premier avion militaire australien qui est arrivé. Ensuite, il y a eu un autre néo-zélandais, un troisième australien. Il y avait en tout à peu près 300 ressortissants de ces deux pays qui sont partis. On avait vu les 5 bus, pour vous dire, pour arriver à l'aérodrome de Magenta. Ces 5 bus étaient escortés quand même par les forces de l'ordre. Donc c'est pour vous dire à quel point la situation n'est absolument pas calme ici en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Régine Delfour. On continue bien évidemment à surveiller la situation sur place, à essayer d'avoir la véritable situation. Thibault Marcheteau, Mohamed Gassama, comment vous expliquez ce double discours en fait? C'est ici on nous explique que c'est en train de s'arranger, et quand on est sur place, on va entendre un témoignage également dans un instant, on s'aperçoit que c'est pas vraiment le cas. C'est un peu hors de contrôle quand même la situation. Hors de contrôle, mais effectivement, quand on veut rétablir l'ordre dans un territoire qui a été aussi, voilà, avec toutes ces émeutes qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie, effectivement, pour remettre l'ordre, ça prend du temps. Donc, effectivement, il y aura un temps qui va durer, j'espère, le plus court possible. Mais en tout cas, le gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur, ont fait le maximum pour que, justement, les forces de l'ordre puissent travailler et remettre, justement, la connexion, par exemple, entre l'aéroport et la capitale. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont en train de faire. Mais, effectivement, il y a une situation de crise et donc, il faut la rétablir et remettre, justement,
le plus apaisement possible dans ce territoire français. On va écouter le témoignage d'une habitante à Nouméa qui vous raconte comment les choses se passent vraiment. Écoutez. Nous, c'est surtout les voitures qui explosent à côté. On est vraiment juste à côté. Et on est à 2 maisons de la rue principale. Et ils font exploser des voitures. Mardi dernier, peut-être au moins toutes les demi-heures, on entendait des bonbonnes de gaz exploser. Et puis, les coups de feu aléatoires de temps en temps, quoi. Là, par exemple, cette nuit, on a entendu à peu près 60 coups de feu. Ouais, entre 60, à partir de 3 heures du matin, entre 60 et 80 coups de feu. Le même mec bourré qui dit des messages racistes. Enculé de blanc. Réveillez-vous, on va vous crever, etc. Elle est où la milice? Ils essaient de provoquer. On a peur qu'ils essaient de rentrer dans les maisons, quoi. Pour l'instant, ils ont pas cramé énormément de maisons. On n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment envie de s'en prendre aux riverains. Mais on ne sait jamais, ça peut partir à tout moment, quoi. Nous, on a les sacs qui sont prêts, on est prêt à abandonner la maison si jamais il y a besoin, quoi. Charles-Henri Gallois, comment vous expliquez qu'on en est là, en Nouvelle-Calédonie? Vous entendez ce qui est décrit quand même, c'est terrible. C'est de la guerre civile, c'est vrai que le mot, beaucoup de gens n'osent pas le prononcer, mais les habitants là-bas le disent régulièrement. Dès qu'on les a, et on sera dans un instant en direct avec une habitante à Nouméa, dès qu'on a les gens en ligne là-bas, eux nous parlent de guerre civile. Ils parlent de coups de feu, ils parlent de tirs, ils parlent de barrages. C'est ça la vraie situation sur place. La situation est inadmissible et je rappelle quand même, normalement, c'est les fonctions de base de l'État, le pouvoir régalien, de rétablir l'ordre. Et en l'occurrence, on a l'impression que Gérald Darmanin, il est aussi efficace pour rétablir l'ordre en Nouvelle-Calédonie, on pourrait parler même de Mayotte, qu'il ne l'est pour expulser les OQTF. C'est-à-dire que ça met un temps fou et ça n'est pas fait. Et le problème, c'est que tout le dossier, de toute façon, de la Nouvelle-Calédonie a été pris à l'envers. Je rappelle quand même que dans les accords de Nouméa, il y avait avant, c'était prévu en cas de rejet du 3e référendum, qu'il y ait une consultation. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron survole les dossiers, veut aller plus vite que la musique, ne consulte personne. Il agit en fait comme un banquier d'affaires qui aligne les dossiers, mais il n'est pas allé dans le fond. Évidemment qu'il faut le dégel du corps électoral, qui est un scandale démocratique. Il ne peut pas y avoir de Français de seconde zone sur quelque territoire de la République que ce soit. Donc ça, il fallait le faire, mais il fallait aller avant dans le dialogue. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron a voulu brusquer les choses pour un calendrier politique. Il a allumé le feu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut rétablir l'ordre. Il faut renouer un dialogue sérieusement. Je rappelle en plus que, contrairement à ce qu'on dit, la situation n'est pas uniforme. S'il y a eu 3 référendums de gagnés, ce n'est pas les Kanaks contre les Blancs européens là-bas. Ce n'est pas du tout ça. Il y a tout un tas de Kanaks qui sont aussi attachés à la France. La situation est complexe. Il faut renouer le dialogue et ensuite dégeler évidemment le corps électoral et présenter un avenir surtout pour ces territoires, parce qu'il y a aussi des problématiques économiques. On sait que le cours du nickel n'est pas au plus haut. Il faut présenter les perspectives d'avenir, en fait. Oui, mais ça, normalement, il aurait fallu le faire avant. Il aurait fallu le faire avant. Oui, le problème, c'est qu'on fait encore une fois les choses à l'envers. Maintenant que le feu est là, il n'y a pas d'autre choix que d'abord rétablir l'ordre et ensuite de revenir au dialogue et revenir à la table de négociation. Alors, on va aller en direct en Nouvelle-Calédonie. On va être avec Laurence qui habite à Nouméa et qui souhaite rester anonyme parce qu'on le sait, souvent les témoins sont pris à partie une fois qu'ils ont témoigné dans les médias. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Laurence. Je voulais savoir quelle était la situation pour vous. Bon, écoutez, c'est désespérant, c'est l'angoisse, la peur. On attend et on ne voit rien venir. De notre côté, on ne voit pas la situation se stabiliser et on a peur. La peur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous ne sortez plus de chez vous ? On ne sort pas. On essaye de sortir entre voisins qui sont... on a mis en place une vigilance de quartier entre voisins. Donc on sort à plusieurs, on essaye de se sécuriser pour faire 3-4 courses. On s'occupe un peu des personnes âgées autour de nous et on rentre vite à la maison avant d'entendre toutes les détonations, de voir partir les feux de tous les côtés et on est extrêmement angoissés. Quand vous entendez que la situation est en train de s'améliorer, comme c'est dit par certains ici, comment vous réagissez? C'est pas du tout ce que vous ressentez sur place? Non, pas du tout, pas du tout. On est au 9e jour de l'insurrection et nous, ici, on se sent toujours aussi abandonnés. Moi, mon sac est prêt. On attend qu'on nous sécurise.
Les nuits, les soixantaines de voisins se relaient pour assurer la sécurité des villas, des biens, des personnes, des petits commerces qui restent encore debout, puisque vous savez que 90% des commerces sont brûlés. Et on attend qu'on vienne nous apporter du secours et que enfin les forces de l'ordre arrivent, patrouillent et nous rassurent. Quand vous dites « mon sac est prêt », ça veut dire que vous êtes prête à partir? C'est ça ce que vous voulez dire? À partir si jamais... Vous savez, la nuit, c'est très angoissant. On entend, je rejoins votre interlocutrice précédente, on entend des détonations, on entend des cris, on entend des jeunes qui viennent menacer, qui viennent insulter. On se dit qu'ils sont capables d'escalader les barrières, de passer dans les maisons, de foutre le feu. Enfin, au point où ils en sont, ils sont acharnés, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on n'est pas sécurisé, si vous voulez. Donc, le sac est prêt dans l'idée que si jamais on voit un feu qui part, on essayera de sauver ce que l'on peut, mais au moins, voilà, c'est prêt. On se dit, préparons-nous, quoi, parce qu'on n'a pas la certitude qu'on sera protégé. Mais Laurence, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous dites, ces jeunes, ils viennent, ils nous insultent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Hier, on était avec un commerçant qui nous disait, moi, je suis traité de sale blanc. Est-ce que c'est ce type d'insulte que vous avez aussi? Je dirais pas ça, simplement on ne voit pas leur visage, ils sont encapuchés, ils ont des masques, etc. Donc on ne voit pas leur visage. Ils crient parce qu'ils sont alcoolisés, parce qu'ils sont totalement... je sais même pas comment les qualifier. Les insultes, les cris, parfois on comprend même pas ce qu'ils disent parce que c'est entrecoupé de tirs. Donc voilà, on se dit est-ce qu'ils vont passer le cap suivant, et on a peur de ça parce que pour l'instant ils s'en sont pris à l'économie de l'île. Elle est à plat, ça y est, tout est par terre. Maintenant, ils ont l'air tellement déterminés. Maintenant, ils s'en prennent aux voitures. Au rond-point, ils caillassent, ils prennent les voitures, ils les brûlent, ou alors ils s'amusent à faire des tours autour des ronds-points avec les voitures volées. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer, ce qui peut leur passer par la tête. Dernière question, Laurence, vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis combien de temps? Est-ce que vous aviez déjà connu une situation comme celle-là? Non, cette situation, elle est inédite. Rien n'a été préparé en amont, et si bien que maintenant, on se retrouve dans nous, les habitants, on est prisonniers, en fait. On se retrouve dans une souricière et on ne sait pas trop comment en sortir. La situation, elle a explosé d'un coup par le vote de cette loi et le fait que de tous les côtés, tout le monde est très têtu et personne ne veut céder. Et nous, on est pris entre toutes ces discussions qui semblent ne pas aboutir, en fait. Vous envisagez de partir? Vous envisagez de quitter l'île, de rentrer sur le continent? C'est un petit peu trop tôt pour l'instant, parce que vous savez, c'est une île paradisiaque, c'est le paradis qui est devenu en quelque temps un enfer. C'est un peu trop tôt pour envisager le départ. On voudrait vraiment rester pour aider à reconstruire, parce que l'île, elle est aussi faite de gens formidables, extraordinaires. Et c'est une petite minorité qui a tout fait péter, et on aimerait rester avec tous ces gens. Vous savez, il y a beaucoup de solidarité ici. On s'aide, on s'entraide, vraiment, on souhaite rester, vraiment. Merci beaucoup, Laurence. Votre témoignage est très fort. Hein. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On vous souhaite bon courage, en particulier pour la nuit qui arrive, parce qu'on sait que la nuit, effectivement, c'est toujours difficile. Et merci d'avoir témoigné. Je rappelle, si vous nous rejoignez, que Laurence voulait rester anonyme, bien évidemment, pour éviter d'éventuelles représailles. Maître Philippe-Henri Honegger, il est terrible ce témoignage, en fait, parce que c'est des Français qui sont là-bas. C'est des Français qui vivent une situation qui serait inadmissible où que ce soit sur le continent. Mais bon, là, c'est loin. Alors forcément, ça fait 9 jours déjà que ça dure. 9 jours qu'ils vivent dans cette situation. C'est une situation qui est absolument terrible, qui est très, très inquiétante, hein, évidemment. Vous parliez tout à l'heure de guerre civile.
au sens du droit international, on n'y est pas encore, mais on est clairement dans une situation insurrectionnelle qui est majeure. D'ailleurs, du point de vue du droit, le fait de commettre ce genre de violence, de dégradation dans le cadre de revendications politiques, ça pourrait aussi trouver une qualification pénale sous la forme d'actes terroristes. C'est pas totalement impossible de considérer ça. Mais plus généralement, voyez-vous, il faut quand même bien se dire que ces revendications nationalistes, parce que c'est le cas, cette sorte de crispation extrêmement forte autour des questions identitaires, elles ne sont pas propres à la Nouvelle-Calédonie. Et on peut aussi, vous le disiez tout à l'heure, les retrouver quelque part, un peu en France, sous d'autres formes, c'est-à-dire sur le continent. Et cette sorte d'appel à la violence, cette sorte de radicalisation des revendications parfois identitaires et nationalistes, elles sont extrêmement inquiétantes là-bas, mais elles sont aussi inquiétantes sur le territoire français, quand elles s'expriment. Et ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'effectivement, on a un état du temps qui est très crispé autour de ces questions-là, et que certes, il faut rétablir l'ordre, et là-bas, il faut rétablir l'ordre, c'est une évidence, mais aussi respecter la volonté du peuple et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a une expression démocratique qui a été exprimée. Il y a eu le référendum, il y en a eu 3. C'est ce que je dis. Ouais, il y a une expression démocratique qui a été exprimée à plusieurs reprises. À un moment donné, si les minorités ne sont pas contentes, elles doivent malheureusement se plier à la loi de la majorité. Mais il ne faut pas, je crois, oublier que quand on a ce genre de revendication identitaire extrêmement radicale qui s'exprime par la violence, ça doit nous faire comprendre qu'il y a une inquiétude à avoir là-bas, mais probablement aussi une inquiétude à avoir ici. Mohamed Gassama, le témoignage, il est dur de Laurence qu'on vient d'avoir. Il faut l'écouter avec toute la dignité qu'elle a dit pendant ce témoignage-là. Et c'est vrai qu'il faut rappeler une chose, il y a eu 3 référendums, et comme on l'a dit, c'est plus complexe que ça, c'est pas les uns contre les autres. Tout le monde a voté pour ce référendum et il y a eu 3 réponses positives pour rester effectivement dans la communauté française. Donc ça veut bien dire que c'est une minorité agissante qui trouble le territoire de la Nouvelle-Calédonie et qu'il faut effectivement mettre, il faut en faire en sorte que ces minorités agissantes ne puissent pas troubler encore plus le territoire calédonien. Songez quand même que dans ce territoire, il y a une partie de la population, environ entre 30 000 personnes, qui ne peuvent pas voter pour ce qu'on appelle les provinciales. Parce que en Nouvelle-Calédonie, il y a une autonomie plus importante que dans d'autres territoires, comme on dit, d'outre-mer. Et donc, les provinces en Nouvelle-Calédonie ont une prérogatives sur l'économie, sur la fiscalité, sur les questions sociales, de santé. Et donc c'est ça qui se joue là. Et comment vous pouvez exclure une partie de la population dans le vote de ces provinciales? C'est ça aussi la question. Là-dessus, c'est clair. On va écouter une autre réaction là-dessus. C'est Antoine Cambouaré. C'était hier, il a évoqué justement la situation en Nouvelle-Calédonie. Je le vis au plus profond de moi. Donc, par contre, je peux dire que là, je suis triste de voir ce qui se passe là-bas. J'ai peur, et en même temps je suis en colère. Je suis en colère, mais en même temps c'est ça, les sentiments qui m'habitent aujourd'hui, quoi. Ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est pas beau, hein. Et puis surtout, il y a des gens qui souffrent, il y a des morts. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux pas parler, quoi. Il y a un moment de recueillement, il y a beaucoup trop de morts. J'aime pas l'image que je vois aujourd'hui de mon pays, quoi. J'ai mon père, j'ai toute ma famille, mon frangin, j'ai toute la famille, moi, là-bas, hein. Donc voilà. Et ça vous rappelle aussi non, ça y est, c'est bon. J'ai pas parlé, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Non, mais par rapport à 88, parce que vous l'avez connu aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire, je suis aujourd'hui donc très triste, voilà, malheureux par rapport à tout ce que je vois. Puis en même temps, je suis très en colère, parce que d'en arriver là, c'est pas normal. Donc on n'a pas fait ce qu'il fallait pour éviter tout ça. Vous n'avez pas prévu d'y retourner, là, dans les prochains jours? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur la Nouvelle-Calédonie. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, après midi. On va parler maintenant de Jordan Bardella, qui était hier soir invité sur CNews. Jordan Bardella qui veut plus de fermeté pour combattre l'insécurité. Il a fait tout un tas de propositions, puisqu'il veut mettre fin à l'excuse de minorité, il veut abaisser la majorité pénale, il veut responsabiliser les parents, il veut rétablir des peines planchées, il veut instaurer des peines minimales, il veut expulser les délinquants et criminels étrangers. Bref, des propositions précises, concrètes. Écoutez. Face à l'insécurité qui se développe partout en France, une seule attitude, la fermeté, encore la fermeté,
toujours la fermeté. Il faut mettre fin à l'excuse de minorité. Il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans. Troisièmement, il faut responsabiliser les parents de mineurs récidivistes lorsqu'il y a des carences éducatives par la suspension des allocations familiales relatives à l'enfant concerné par la multiplication des crimes et des délits. Il faut rétablir des peines planchées, instaurer des peines minimales, expulser les délinquants et criminels étrangers. Vous voyez que ce que nous défendons, madame, c'est un véritable changement de philosophie. Cyril Hermadincker, on a un plan précis de ce que veut faire le Rassemblement national s'il arrive au pouvoir, avec des mesures très fermes contre l'insécurité, vous qui êtes ancien policier. Oui, effectivement, et Jordan Bardella énumère, je crois, toutes les solutions qu'il faudrait mettre en œuvre pour arriver à apporter en France un petit peu plus de stabilité. Juste un léger bémol sur le sens que on a des problématiques législatives qui étaient évoquées par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, notamment avec la CEDH pour procéder aux expulsions. Le Rassemblement national aujourd'hui ne veut plus sortir de la CEDH. Donc je ne sais pas par quel biais il pourrait mettre fin à ces problèmes. On a une délinquance juvénile d'origine immigrée qui est très importante, avec les mineurs non accompagnés, qui sont un vrai souci pour la tranquillité publique. Cela, je ne sais pas via quelle disposition législative Jordan Bardella entend pouvoir rendre en tout cas, ce qu'il propose, mettre fin à l'excuse de minorité, abaisser la majorité pénale à 16 ans, tout ça, vous pensez que ça c'est des bonnes pistes? Ce sont des bonnes pistes. Le seul problème, c'est qu'au niveau des établissements carcéraux, nous n'avons pas de place. Donc il faut en construire énormément. Bah oui. Parce que dire qu'on veut mettre en place des peines planchées, si on n'a pas les places dans les établissements pénitentiaires pour pouvoir les accueillir, c'est un non-sens en fait. Donc, Maître Philippe Aronneguer, quand je vous entends et quand je vous vois écouter Cyril Hermadincker, je vous vois lever les yeux au ciel en disant il est à côté de la plaque. C'est absolument désespérant parce que, si vous voulez, c'est l'étalage d'un ensemble de fausses solutions qui déjà ont été tentées dans le passé et dont chacune individuellement ont prouvé être des erreurs. C'est-à-dire que les peines planchées, on les a essayées au début des années 2010. Il se trouve que ça a été un fiasco parce que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas en termes de prévenir la commission des infractions, mais ça ne fonctionne pas non plus dans le fait d'empêcher les gens de réitérer les infractions parce qu'en fait, on les met plus longtemps en prison dans des conditions désespérantes qui font que ça augmente la récidive. C'est pour ça que ça avait été instauré, c'est pour ça que ça a été supprimé. Et puis, c'est les propos de quelqu'un qui ne connaît rien à la pratique du droit pénal. C'est-à-dire que l'excuse de minorité, 1, elle existe déjà. 2, à partir de 16 ans. 2, à partir de 16 ans, elle peut être enlevée au cas par cas. Mais c'est pas systématique, lui, il veut que ce soit systématique. Mais la question, mais en fait, ça peut être systématique si on estime que dans chaque cas, c'est nécessaire. Ça veut dire que c'est pas systématique. Mais la liberté, elle est donnée systématiquement au juge de l'écarter. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas systématique. Mais donc ça veut dire que vous le juge, c'est la liberté, de décider que c'est le juge à chaque fois. Si vous voulez, c'est imposer à des gens dont c'est le métier d'évaluer au cas par cas des situations, leur imposer des dispositions qui les empêchent d'avoir la liberté de faire correctement leur travail. Excusez-moi, c'est un ancien policier. Finis juste sur une chose qui m'a particulièrement choqué. Allez-y, finissez. Monsieur, revenir sur la CEDH, comme si c'était une sorte d'organisation qui était extérieure à nous et qui nous contraignait en dehors de notre liberté, nos droits. Excusez-moi, c'est absolument scandaleux. Il faut le dire aux personnes qui nous regardent. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte qui permet à chacun d'entre nous, tous les jours, d'être protégé contre les abus de l'État et de permettre à ce que chacun puisse vivre librement dans ses droits. Si demain, cette convention, elle venait à être dénoncée par la France, si on venait à sortir de ce pacte-là, ça serait la promesse d'une dérive autoritaire majeure dont effectivement certains représentants des groupes politiques dont vous semblez être les porte-parole semblent effectivement être tout à fait défenseurs. Alors, réaction de Cyril Hermadincker, c'est pas parole de personne. C'est ce genre de porte-parole qu'un groupe politique. Déjà, une première chose. Deuxième chose, et je vais revenir sur 2-3 éléments que vous avez donnés. Le problème, il vient des magistrats qui n'appliquent pas les possibilités qui leur sont données. Il vient des magistrats qui ont un formatage intellectuel, une culture de l'excuse, qui font qu'effectivement, on a beau leur mettre des outils dans les tribunaux à disposition. Vous connaissez rien à ce dont vous parlez. Je connais très bien ça, je connais très bien la délinquance. J'ai passé 2 ans sur un pénitentiaire, j'étais en maison d'arrêt. J'ai été policier pendant des mois. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est les personnes qui étaient mises à l'intérieur pour des peines planchées, pour des ceci. J'ai interagi avec ces
personnes, je les ai écoutées, je les ai entendues. Et effectivement, le problème des peines planchers était où? C'est qu'en fait, il n'y avait pas d'individualisation de la peine et qu'on ne regardait pas quand ça valait le coup ou pas de l'appliquer. C'est appliqué systématiquement. Ce qu'il faut, c'est le nuancer. Vous n'allez pas me donner tort là-dessus. Ce que vous dites. Non, pas du tout. La peine plancher, ça veut dire qu'on individualise pas la peine. Il faut des peines planchers minimales. C'est-à-dire quand vous commettez un délit, que vous ayez la certitude d'aller en prison, d'être sanctionné avec des mandats de dépôt. Mais ça, il faut que ça soit appliqué. Par contre, autant il y aurait un intérêt à faire 6 mois, 1 an ferme, ça n'a jamais été mis en place, monsieur. Gardez cette honnêteté intellectuelle, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir à tout le monde. Non, arrêtez de mentir aux Français. Là, on appelle quelque chose, c'est faux. Pas de la façon dont je vous le donne. C'est-à-dire de l'individualiser, de la raccourcir. Et c'est d'ailleurs les pistes qui sont évoquées, d'ailleurs, y compris par le Rassemblement national. Le principe de la peine plancher, c'est qu'on ne peut pas la raccourcir. Non, c'est d'avoir une peine qui, pour un fait donné, sera incompressible. C'est-à-dire, vous agressez quelqu'un dans la rue, vous allez faire 6 mois ferme, quoi qu'il arrive. Donc c'est le contraire de l'individualisation de la peine. Non, parce que ces peines planchers, il faut qu'elles soient individualisées dans le sens où la durée minimale corresponde au profil de l'individu et au fait qui va être fait. Donc à ce moment-là, ça s'appelle l'individualisation de la peine. Donc ça veut dire qu'on ne met pas des peines planchers. Il faut un entre deux, monsieur, parce que l'individualisation de la peine, justement, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on dit oh, mais lui, il est multirécidiviste, ça fait 10 fois qu'on est là. Ce coup-ci, il a agressé une vieille mémé, mais il l'a pas tapé. Ça va mieux, on va être compréhensif. Non, parce que là, je vous caricature, mais c'est exactement ça qui se passe. Ce que vous dites, c'est travailler avec des conseillers d'insertion de probation, aller en maison d'arrêt, discuter avec les détenus eux-mêmes. Je vous y invite. Et vous verrez, vous aurez autre chose. Je le fais tous les jours. J'ai tous les jours au téléphone. Vous êtes avocat, vous êtes là pour les défendre ou en détention. Vous n'êtes pas là pour comprendre comment ils vivent, vous n'êtes pas là pour être avec eux au quotidien. Ah oui, vous croyez? Mais je pense qu'il faut être avec eux au quotidien. Il faut passer des heures et des heures en maison d'arrêt avec eux. Vous avez déjà été à l'étage? Faites un stage de surveillant pénitentiaire. Je sais pas, allez-y. Allez, Charles-Henri Gallois qui va intervenir depuis tout à l'heure. La sanctuarisation de la CEDH, vous irez expliquer ça aux familles de victimes, de personnes qui étaient sous OQTF. Moi, j'ai envie de vous dire, ces mesures-là, je pense que ce sont des mesures de bon sens pour une grande part de celles-ci. Les peines planchées, vous dites que ça ne marche pas aux Pays-Bas, c'est ce qu'ils font, des peines courtes, ça marche très bien. On l'a essayé en France, ça n'a pas marché. Je vous dis, ça marche très bien aux Pays-Bas, on l'a fait très peu en France. Évidemment que ce sont des mesures de bon sens, je pense, d'un point de vue démocratique, les Français sont favorables à ça. Maintenant, effectivement, le problème, c'est qu'il y aurait des barrières. Les barrières, c'est quoi? C'est qu'on a peu de places de prison, on est en surpopulation carcérale. Mais c'est là que l'expulsion des étrangers délinquants est clé, parce qu'il y a 19 000 étrangers dans nos prisons qu'on pourrait expulser. Maintenant, la problématique, c'est le cadre plus global. Il y a la CEDH, mais il y a aussi l'espace Schengen. Parce que le problème, c'est pourquoi en fait on expulse très peu les OQTF et pourquoi ça serait peu efficace d'expulser les étrangers délinquants ou les radicaliser d'une manière générale. C'est que comme vous n'avez plus de frontières nationales, en fait, les personnes que vous expulsez peuvent revenir du jour au lendemain via l'Espagne, via la Grèce ou via l'Italie. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de frontière nationale, l'expulsion des étrangers délinquants, qui est une mesure de bon sens qu'on devrait faire, ne peut pas être mise en place. Et plus globalement, quand on parle d'insécurité, en France, on sait très bien les causes d'insécurité. Il y a un laxisme judiciaire, un laxisme migratoire. Le laxisme judiciaire, moi je pense au contraire que les peines planchers, évidemment, c'est une solution qui doit être mise en œuvre. Il y a tout un tas de leviers qui peuvent être activés. Il y a des places de prison qui doivent être construites par ailleurs, au-delà de l'expulsion des étrangers délinquants. Et il y a la problématique migratoire qui fait que quand vous accueillez 500 000 personnes par an, il est impossible d'intégrer ces gens et encore moins de les assimiler. Et donc il faut réduire les flux migratoires et pour ce faire, il faut rétablir des frontières nationales pour ce qui est de l'immigration illégale. Et après, il y a la problématique du droit européen. D'une manière générale, on sait que le premier pourvoyeur d'immigration légale en France, c'est le regroupement familial et il est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne. Donc évidemment qu'il faut affronter l'Union européenne et qu'il faut reprendre le contrôle à la fois de la politique migratoire, mais aussi une politique judiciaire qui doit être bien plus ferme. Il y a une impunité totale en France, on le voit en Nouvelle-Calédonie, on l'a vu lors des émeutes, et on le voit absolument. Alors, il y a deux choses qui ont fait bondir Maître Négas, quand vous parlez d'impunité totale et de laxisme judiciaire, c'est ça? Non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de laxisme judiciaire. Les Français sont d'accord avec moi. Non, mais quand tout à l'heure je parlais de repli identitaire et de dangerosité de ce genre de propos en Nouvelle-Calédonie, c'est exactement le même sentiment que j'ai en écoutant ces gens-là. Quand vous parlez d'immigration et tout ça, de sortir de l'Union européenne. Non mais je vous le dis, c'est extrêmement inquiétant. Mais très bien, c'est votre position. Vous pouvez avoir l'envie d'un repli identitaire, nationaliste et la haine des étrangers. Vous avez le droit, mais je vous le dis, c'est extrêmement inquiétant. Sur la question du laxisme judiciaire, là pour le coup, c'est pas une question d'avis, c'est pas une question de point de vue. C'est une réalité des chiffres. La réalité des chiffres, c'est que depuis une vingtaine d'années, les sanctions pénales ne cessent d'augmenter. Le nombre d'années de prison qui sont prononcées chaque année... est catastrophique. Alors, excusez-moi, parce que quand on voit la situation aujourd'hui en France, la situation est catastrophique. Jean-Marc, on partage exactement le même avis. C'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Mais il faut simplement penser un tout petit peu différemment. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que mettre
plus d'années de prison, sanctionner plus fort. Mais ils ne font pas, ils la font pas la prison. Il n'y a pas ça. Qu'ils rentrent en prison. Dans 95% des cas, les peines prononcées sont exécutées dans les 3 ans. Donc ça veut dire que ça, c'est une fausse idée qu'on essaye de faire passer, je ne sais pas pourquoi. Vous mettez du sursis, les gens ne vont pas en prison. Ah bah oui, vous mettez du sursis, effectivement, les gens ne vont pas en prison, vous avez raison. Et puis les gens qui ne sont pas condamnés, ils ne vont pas en prison non plus, vous avez absolument raison. D'où les peines planchées, en fait, monsieur. C'est ce que je vous explique, c'est-à-dire que, 1, la réalité des chiffres, c'est que les peines prononcées sont plus importantes. 2, les mandats de dépôt, la détention provisoire n'a jamais été aussi importante. 3, les peines prononcées de prison ferme sont exécutées à 95% dans les 3 années. Et 4, on sait maintenant, parce qu'on a des chiffres, parce qu'on a des études qui sont faites, que plus on reste longtemps en prison, plus il y a de risques de récidive. Mais qu'est-ce qui vous choque, par exemple, dans les propositions qu'on a entendues de Jordan Bardella? Qu'est-ce qui vous choque? Je l'ai dit, la peine plancher, on l'a essayé. Ouais. Ça n'a pas marché, c'est une débilité. 2, imposer l'excuse imposer qu'on enlève l'excuse de minorité. À 16 ans. C'est privé. Mais déjà, à 16 ans, aujourd'hui, c'est des adultes. Il faut leur faire un petit bisou, il faut les laisser dehors. Ce que je vous explique, c'est que ça existe déjà. C'est pas bien. Ça veut dire qu'en fait... Non, c'est facultatif. Ça existe, mais c'est facultatif. Mais ça ne change rien, puisque le juge... C'est facultatif, donc c'est pas pareil. Je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe, comme ça... Non, mais on sait comment ça se passe, c'est facultatif. Le juge a le choix et a le pouvoir de enlever ou pas l'excuse de minorité. Donc, effectivement, c'est facultatif. Donc, vous voulez enlever un pouvoir au juge qui connaît l'affaire, alors que vous y connaissez rien. Et puis la réalité, laissez-moi juste vous expliquer, la réalité, c'est que, excuse de minorité ou pas, une fois qu'on a condamné la personne, le magistrat en l'occurrence, devant une cour d'assises par exemple, le jury populaire, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui ont la connaissance totale, la liberté absolue de prononcer la peine qu'ils veulent prononcer, et bien ces gens-là, en fonction de la personnalité de celui qu'ils ont à juger, ils peuvent décider de monter très haut ou très bas. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Tout le monde n'est pas devant un jury populaire. Vous êtes aux assises. En plus, juste un moment, ça va, je dois faire la pause, vous êtes pas exprimé là-dessus. On est en démocratie, le législateur a le droit de contraindre en fait. Allez-y rapidement. C'est pas contraindre là en l'occurrence. Mohamed Gassama. Je suis d'avis de monsieur l'avocat et le problème c'est que l'extrême droite effectivement veut une France totalement autoritaire. Moi sur un point bien précis là sur les allocations familiales, supprimer les allocations familiales, ça n'a jamais fonctionné et je pense qu'il ne faut pas pénaliser une famille. On l'a fait déjà? Oui, ça a été déjà mis en place et donc il ne faut pas pénaliser une famille parce qu'effectivement il y a un enfant qui est délinquant. Il a raison, ça existait. Au Moyen-Âge? Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'allocations au Moyen-Âge. Je vous explique. Maintenant, on a Alain Decaux autour de la table. Il va nous raconter l'histoire. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que c'est des idées qui sont médiévales. La sécurité sociale, 1945, et on est content d'apprendre qu'au Moyen-Âge, faire reposer sur quelqu'un les faits qui auraient été commis par son entourage. Par ses enfants. Oui. La famille, elle est responsable des enfants. Elle n'est pas responsable. Ah bon, elle n'est pas responsable. Elle est pas responsable. Vous êtes avocat, vous dites, oui, mais elle est responsable. Pénalement. Mais là, on ne parle pas de sanctions pénales, on parle pas de sanctions pénales, on parle de sanctions financières. Mais on parle pas de sanctions pénales. C'est la conséquence d'une sanction pénale. Ben oui, c'est la conséquence. Mais donc ça veut dire que vous faites reposer votre responsabilité pénale. Mais c'est l'éducation, vous savez ce que c'est l'éducation? C'est l'éducation. Non, les parents sont... Bon, on va faire une pause, on est très en retard, pardon, il est 11h35, on va faire la pause, on va continuer à en parler, on parlera des migrants en plus parce que les élections européennes approchent et il y a une idée qui circule, c'est de construire des murs autour des frontières de l'Europe. Voilà, alors là-dessus, la droite est plutôt pour, la majorité est contre et la gauche est vent debout. Je suppose que vous serez vent debout, Philippe. On fait une pause. À tout de suite. Première évacuation de touristes en Nouvelle-Calédonie, comme vous pouvez le constater sur ces images. Des Australiens et des Néo-Zélandais coincés sur l'archipel ont enfin pu être rapatriés. Des évacuations une semaine après le début des émeutes, malgré l'envoi de renforts et, je cite, de nets progrès en matière de sécurité vantés par Emmanuel Macron. Un procès historique des crimes du régime syrien jugé en France à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 mai devant la cour d'assises de Paris, et ce, malgré l'absence des 3 hauts responsables suspectés d'être à l'origine de la torture et de la disparition de 2 franco-syriens en 2013 à Damas. Et puis, attention, il ne vous reste plus que jusqu'à ce soir pour envoyer votre déclaration des revenus si vous optez pour la version papier, et c'est le cachet de la Poste qui fera foi. En revanche, si vous avez opté pour le format numérique, il vous reste encore quelques jours en fonction de votre département pour faire votre télédéclaration.
11h37 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Faut-il construire des murs anti-migrants aux frontières de l'Europe? Alors on a beaucoup parlé du mur qui était à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais figurez-vous qu'il existe des murs déjà qui ont été construits entre l'Europe et le reste du monde, j'ai envie de dire, des murs qui protégeraient les pays européens de l'arrivée massive d'étrangers. Il existe déjà plus de 2000 km de clôture pour lutter contre l'immigration irrégulière. Alors Bruxelles refuse de financer ces murs malgré la pression de certains États membres. Ça va être un des enjeux d'ailleurs de l'élection européenne. La droite en France veut que l'Europe finance ces murs. La majorité présidentielle refuse. La gauche est vent debout. Petit état des lieux. Regardez. Ils sont déjà 12 pays au sein de l'Union européenne à avoir érigé des barrières physiques à leurs frontières pour prévenir les entrées illégales. Parmi les défenseurs de cette option, l'Autriche qui réclame notamment que le budget européen serve à renforcer la clôture érigée par la Bulgarie à la frontière avec la Turquie. Toute clôture n'est bonne que si elle est surveillée. Ce n'est pas seulement la Bulgarie qui devra être soutenue, mais aussi l'Italie, la France. Tous les pays frontaliers extérieurs de l'Union européenne doivent être clairement dans la ligne de mire de la Commission et de notre action. Il faut signaler aux pays frontaliers extérieurs qu'ils ne seront pas laissés seuls pour que nous soyons préparés lorsque nous connaîtrons un deuxième mouvement migratoire. Plusieurs pays, comme le Luxembourg, jugent de leur côté que les murs n'apportent pas de solution. Si un tel financement est jugé possible juridiquement par le président du Conseil européen, la Commission refuse de financer des murs et des barbelés et penche pour des moyens plus techniques. Nous fournirons un ensemble d'infrastructures mobiles et fixes, allant des voitures aux caméras, en passant par des miradors et une surveillance électronique. Dans leur déclaration finale, les 27 appellent la Commission à financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières extérieures de l'Union. Selon le Parlement européen, environ 13% d'entre elles sont désormais clôturées. Cyril Aberdinker, est-ce que c'est une solution de construire des murs ? Moi, personnellement, je suis assez dubitatif par rapport à cette solution. Je ne serais pas contre si c'était quelque chose qui était en plus, hein, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je pense que le problème est surtout pour les migrants qui arrivent par la mer. La Méditerranée est vraiment le vrai problème selon moi. Et bon, le mur, c'est une frontière physique, certes, mais je pense que le meilleur moyen de lutter contre l'immigration, c'est la certitude pour ceux qui viennent de savoir qu'ils vont repartir une main devant, une main derrière, hein, et qu'ils n'auront rien du tout à gagner à faire le trajet. Mohamed Gassama. Vous savez, moi, les murs, ça me rappelle toujours des mauvais souvenirs. C'est les pages sombres de l'histoire du continent. Et surtout, ça dénote bien sûr la trumpisation de certains courants politiques en France et en Europe. Et moi, je suis effectivement totalement contre l'érection de murs. Il y a déjà plus de 2000 km. Il y en a bien sûr. Les États membres, après, sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent sur leur territoire. Mais voilà, moi, je suis contre le principe de mettre des murs. On le voit, c'est aussi des drames humains. Et voilà. Et en plus... J'aime bien l'extrême droite, toujours très en avance, en pointe pour parler d'immigration et de tout ça, mais pourquoi ils n'ont pas voté le pacte asile-immigration qu'une grande majorité du Parlement européen a voté et qui va apporter des solutions justement concrètes sur la question de la régulation de l'immigration. Charles Gallois, des murs, ça peut être une solution ? Moi, je ne suis pas opposé par principe, mais effectivement, je suis dubitatif quant à l'efficacité. Je pense que maintenant, il y a des moyens technologiques de type drone et autres pour surveiller les frontières. Je pense aussi que, effectivement, l'immigration illégale vient majoritairement de la Méditerranée, pas, quand on regarde les flux, pas de ces pays-là. Donc plus globalement, le problème de l'immigration dans le cadre de l'Union européenne, c'est la philosophie de l'Union européenne. Monsieur demande pourquoi il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas voté sur le pacte asile-immigration. Tout simplement parce qu'il y a une allocation forcée de migrants qui, au contraire, qui ne dissuade pas les gens de venir, qui a un appel d'air pour dire si vous venez, vous allez être réalloué. Et le problème de cette philosophie globale, et je rappelle quand même que Mme Johansen, qui est la commissaire intérieure de l'Union européenne, nous explique qu'il y a déjà 3 millions d'immigrés qui viennent dans l'Union européenne, qu'il faudrait passer à 4 millions. Donc en fait, le problème, c'est que la philosophie globale de l'Union européenne, ce n'est pas de lutter contre l'immigration illégale, c'est au contraire de la favoriser, notamment par le pacte d'immigration. Donc c'est plus ça, en fait, le problème, c'est une question de philosophie, c'est une question de droit européen, c'est une question de Schengen qui nous empêche de lutter sérieusement contre l'immigration illégale. Il faudrait des mesures très fortes. Et la première des mesures, effectivement, il y a des mesures technologiques, mais aussi il y a des mesures d'expulsion qui ne sont pas faites. Quand vous expulsez
7% des OQTF comme M. Gérald Darmanin et que derrière vous tapez dans les mains, vous dites c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Vous avez 73 000 exécutions normalement, vous n'en faites que à peine 5 000. Là, il y a un problème et c'est pas du tout dissuasif parce que les gens qui viennent savent très bien qu'à la fois avec le pacte d'immigration, ils vont pouvoir aller dans les pays, qu'après une fois qu'ils seront dans les pays, ils ne seront pas expulsés et donc c'est un appel d'air sans fond, ce qui est d'ailleurs l'inverse de l'humanisme. Certains à gauche nous disent c'est pas humain de faire ça, mais c'est en encourageant les traversées que vous avez des milliers de morts en Méditerranée, donc c'est le contraire de l'humanité. Et est-ce que c'est l'humanité d'accueillir des gens pour lesquels vous n'avez pas la capacité de les accueillir, et derrière ce sont des gens qui sont exploités, qui font livrer à Uber, qui travaillent au noir, etc. C'est le contraire de l'humanité en fait. Donc il faut être très ferme, et la première humanité, c'est d'être très ferme face à l'immigration illégale, et malheureusement l'Union européenne va à l'encontre de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, c'est vrai que le problème c'est les arrivées par la mer, et il y a quelqu'un qui a été confronté à ça, c'est Giorgia Meloni en Italie, et visiblement elle est en train de réussir son pari. Alors beaucoup disent elle échoue, mais elle est en train de réussir son pari puisque... pardon ? Il passe par d'autres routes en fait. En tout cas, les arrivées ont été divisées par 3 depuis janvier. Je vous propose de regarder un extrait parce que c'est même pas moi qui le dis, c'était le journal de TF1 il y a 48 heures. Ils ont expliqué qu'elle avait passé des accords, en particulier avec la Tunisie, et elle sanctionne les navires humanitaires. Donc elle a pris des mesures très fermes et désormais ça porte ses fruits. Regardez. Sur les plages de Pozzallo, déjà plusieurs semaines sans aucun débarquement de migrants. Pourtant, pendant des années, cette station balnéaire au sud de la Sicile était l'une des portes d'entrée de l'immigration illégale en Europe. Sur le port, les arrivées étaient quasi quotidiennes. Depuis janvier, les arrivées illégales ont été divisées par 3 en Italie. 16 000 contre 42 000 sur la même période en 2023. Voilà, c'est étonnant parce qu'en France, on n'arrête pas de dire ça marche pas, ce qu'elle fait ne marche pas. Visiblement, ça marche, Philippe-Henri Neguerre. Je ne sais pas si ça marche en Italie ou pas, mais pour répondre à la question sur le mur. D'abord, il y a une première chose qu'il faut dire. La question de l'immigration illégale, c'est une question strictement administrative. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de terroristes, on ne parle pas de gens qui par nature commettent des infractions, tuent ou violent, d'accord ? On parle d'une infraction strictement administrative. Et il faut redonner à ce débat parfois un tout petit peu la mesure qu'elle a, c'est-à-dire est-ce qu'on a ou pas le droit de venir avec un visa sur le territoire français ? Première chose. Deuxième chose, sur la question du mur. C'est une question qui est strictement technique, c'est-à-dire que pour faire respecter ces mesures administratives, est-ce que techniquement c'est plus intéressant de construire un mur ou est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser d'autres moyens technologiques qui en réalité ont déjà prouvé qu'ils sont beaucoup plus efficace que la construction d'un mur. Mais au-delà de ça, et à travers ce que j'entends par les autres personnes qui ont parlé avant moi, c'est une question philosophique beaucoup plus large. C'est-à-dire que cette question du mur, avec le symbole qu'elle donne, c'est une question de comment est-ce qu'on traite les personnes qui souhaitent venir sur notre territoire. Et j'entends, et c'est à raison qu'on puisse dire, mais il y a tout un tas de gens qui viennent sans aucune raison valable, sans aucune raison légitime. Et c'est normal, une fois qu'ils sont sur le territoire, qu'il y ait des mesures qui soient prises et qu'ils puissent être renvoyés dans leur pays d'origine s'ils sont venus sans avoir les moyens légitimes de le faire. Mais derrière le mur qu'on veut construire, il ne faut pas oublier qu'on laissera, si on construit ce genre de mur, mourir des gens qui, eux, ont des raisons légitimes de venir vers nous. C'est-à-dire laisser mourir... Cyril Armanin lève les yeux au ciel en vous écoutant. Finir, vous allez comprendre, je serais très intéressé d'avoir son avis. C'est-à-dire laisser mourir derrière ce mur les femmes afghanes qui fuient la terreur du régime taliban, les femmes iraniennes qui fuient l'horreur du régime iranien, les femmes, les hommes et les enfants ukrainiens qui, dans la guerre avec la Russie, ont fui l'horreur de la guerre et ont voulu se réfugier en France et en Europe. Tous ces gens-là, quand on construit... On ouvre les portes alors. On ouvre les portes en disant comme ça doit sauver des gens, finalement, c'est une philosophie individuelle. Exactement, c'est ça. Non, mais c'est ça ma question. Si on ouvre les portes et puis comme ça... Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, on laisse la porte ouverte pour que ceux qui fuient l'horreur, ceux qui légitimement ont le droit de se réfugier chez nous, ceux dont on ne veut pas fermer les yeux face à la mort atroce à laquelle ils sont confrontés, que ceux-là, on puisse les laisser rentrer, et que les autres, s'ils rentrent de manière illégitime, effectivement, on se donne les moyens de les renvoyer chez eux parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Moi, j'ai juste une question à poser. On revient sur l'humanisme, donc on accueille chez nous. Quand on laisse rentrer des personnes en situation irrégulière, et donc qui sont administrativement en situation irrégulière, d'accord, qui n'ont pas le droit d'être sur notre sol, ils font comment pour travailler, ils font comment pour se nourrir ? Ils sont obligés de commettre des faits de délinquance. Et pire que ça, quand bien même ils seraient pris en charge par les associations et qu'ils n'en commettraient pas, est-ce que vous croyez que finir dans une tente Quechua sur les bords à Paris, à être craqué ou à tomber dans je ne sais pas quoi, est-ce que ça c'est plus humain ? Alors effectivement, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, non. Et parce qu'on a des gens qui viennent illégalement sur notre sol et qui surchargent nos capacités d'accueil, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir ceux qui devraient l'être décemment. Et justement, tous les gens dont vous avez fait la listing là, notamment ceux qui souffrent des guerres, qui souffrent de problématiques
problématiques de risque de leur vie dans leur pays d'origine, ceux-là, nous ne pouvons pas les accueillir. Pourquoi ? Parce que nous avons des intrus chez nous, des gens qui n'ont rien à y faire, dont nous ne savons pas comment nous débarrasser et qui nous empêchent d'accueillir décemment des personnes qui devraient venir chez nous. Comment vous faites le tri derrière ce mur Comment vous faites le tri derrière ce mur? Déjà, personne ne vient sur le territoire national. Vous pouvez très bien faire les demandes à l'ambassade ou au consulat de France. Vous imaginez bien qu'effectivement les femmes afghanes en Afghanistan peuvent tranquillement aller à l'ambassade de France pour faire une demande d'asile. Et un autre point, en fait, vous pouvez raconter n'importe quoi autant que vous voulez, mais ça n'empêche pas que ça soit n'importe quoi. C'est ce que font d'autres pays. Et les gens qui fuient la guerre en Ukraine, ils font comment? Ils vont dans l'ambassade bombardée à Kiev pour aller demander un droit d'asile. Ils attendent de mourir dans les bombardements pour pouvoir venir en France. Ce que vous n'avez pas compris, monsieur, c'est que le droit d'asile a été complètement dévoyé. Si vous prenez 1973, c'était 1600 personnes par an. Après, on est passé à 20 000. Maintenant, on est à 150 000 personnes par an. C'est pas dévoyé parce qu'il y a plus de gens qui souffrent, monsieur. C'est faux. Tous ceux qui ont fait des études dans les camps, que ce soit Douglas Murray ou d'autres reportages, ils vous disent que la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens qui n'aiment même pas de pays en guerre. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. S'il y a 150 000 demandes par an, c'est que le droit d'asile est devenu le tri pour les personnes qui ont légitimement le droit de venir en France. Comment vous faites le tri? Vous laissez rentrer le droit, on leur demande au consulat ou à l'ambassade. Vous le faites avant qu'ils rentrent sur le territoire. Mais comment vous faites quand vous êtes sous les bombardements pour aller faire une demande? Comment vous faites quand vous êtes une femme afghane assignée à résidence, torturée au quotidien pour faire ce genre de demande? Mais c'est à ça que ça sert le droit d'asile, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous avez une vision tellement sclérosée des questions identitaires que vous êtes incapable de comprendre qu'il y a une histoire de l'humanité derrière vous, une histoire qui est importante. Ils sont là plutôt que de l'immigration économique, vous voyez, qui vient chercher son Eldorado en Europe et qui pourrissent nos rues, parce qu'effectivement, ils tombent dans la délinquance. Non, la haine ne m'aveugle pas, je suis très humaniste. Mais voyez-vous, non, vous n'êtes pas humaniste. Si, moi je suis très humaniste, je suis un très répondez à cette question. Comment vous faites? Si vous avez 60% des demandeurs d'asile qui sont débutés, c'est peut-être parce que c'est légitime. Comment? Mais oui, ils sont renvoyés chez eux. Non, ils ne sont pas renvoyés chez eux. C'est là que vous ne connaissez pas le dossier. C'est pas le dossier, monsieur. Eux sont renvoyés chez eux. Il y a certains pays dans lesquels c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est des pays dans lesquels les conditions des droits de l'homme sont telles qu'on ne peut pas décemment les renvoyer. Allez, on va avancer. On va parler d'un tout autre sujet, c'est le football et l'homophobie, puisque ce week-end, la Ligue de foot professionnelle a réinstauré un logo aux couleurs arc-en-ciel dans le but de faire passer un message de lutte contre l'homophobie. En Ligue 1, ces initiatives ont parfois attiré la gronde chez certains supporters et même chez certains joueurs. L'ancien milieu sénégalais Gana Gueye, passé par le Paris Saint-Germain, a refusé de jouer pendant le week-end de lutte contre l'homophobie. L'attaquant nantais Mostafa Mohamed a également refusé de jouer contre Monaco. Et le milieu monégasque Mohamed Camara a mis du scotch blanc sur le logo pour le masquer. Vous voyez l'image et vous voyez son logo qui est masqué avec du scotch blanc. Écoutez la réaction de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Oui, absolument. Je trouve que c'est un comportement inadmissible. J'ai pu d'ailleurs dire ce que j'en pensais à la Ligue de foot professionnelle hier soir. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes, à la fois contre le joueur, mais aussi contre le club qui l'a laissé faire. Des sanctions aussi contre le club, bien sûr. Voilà, il faut sanctionner, dit la ministre. C'est le même avis du côté de Gilles Favard, journaliste sportif qui était hier soir sur C8. Je pense un peu comme tout le monde. D'abord, je pense qu'il faut les sanctionner. Il y a le gardien de Clermont aussi qui a refusé de prendre la photo. Je voulais te dire. Ah oui. Ça, il y a beaucoup de joueurs qui se cachent maintenant. C'est plus facile pour les clubs, mais je pense que à Monaco, le premier responsable, c'est le club. Parce que quand il sort des vestiaires, l'entraîneur, il sait très bien qu'il a mis un sticker pour planquer le truc. Donc la première chose à sanctionner, c'est le club. Mais tant qu'on ne rentrera pas dans un système où la Ligue nationale mettra noir sur blanc sur les contrats, leur dira il y a une journée contre l'homophobie par an. Si vous ne la respectez pas, vous avez 1 mois de salaire d'amende qui ira directement à l'association qui protège ce genre d'association. Les joueurs ne comprendront pas. Alors ils diront qu'ils seront blessés, ils diront qu'ils ne peuvent pas jouer, ils diront tout ce que vous voulez, et ils ne le feront pas. Mais le principal, sur l'affaire de Monaco, les responsables, c'est Monaco. Et si la Brune ne leur met pas 1 million d'amende pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, ils vont continuer. Voilà, c'est tout. On est en direct avec Sylvain Koppmann, qui est ancien président de la Fédération sportive LGBT+. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Quand vous voyez ce qui se passe dans certains clubs et ce qui s'est passé ce week-end, votre réaction, c'est quoi? C'est de la colère? C'est plus de la consternation que de la colère, en fait. C'est permanent, c'est-à-dire c'est pas la première fois que ça arrive et c'est assez dommageable parce que
on voit qu'il y a quand même certaines institutions qui commencent enfin à bouger sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que le sujet des discriminations, c'est un sujet qui est complexe parce qu'on voit ce joueur-là, potentiellement, il a pu être lui-même victime de discrimination, notamment discrimination raciale. Et on voit que là où le sujet est complexe, c'est que des personnes qui peuvent être elles-mêmes discriminées sur certains sujets peuvent elles-mêmes discriminer sur d'autres. Consciemment ou inconsciemment. Alors là, c'est complètement conscient et assumé, vu que mettre carrément des stickers sur le logo, c'est une volonté manifeste. Oui, donc c'est consternant parce qu'on a l'impression que ça avance pas sur certains sujets. On peut pas empêcher les personnes de penser certaines choses. Donc moi, je crois beaucoup plus au dialogue et à l'éducation le plus tôt possible sur les questions de diversité au sens large. Hein. C'est pas que les questions de LGBT-phobie, c'est les questions vous parlez du racisme, de sexisme, d'antisémitisme. En fait, je pense qu'il faut tout simplement apprendre aux gens dès le plus jeune âge à être le plus ouvert à la différence et considérer la différence comme une richesse plutôt que ça fasse peur, quoi. Mais pourquoi ça reste un problème dans le monde du foot en particulier? On a vraiment le sentiment que dans le monde du foot en particulier, quand on entend des fois certains supporters dans les stades, on sent bien qu'il y a un problème de ce côté-là. Pourquoi, d'après vous? Alors, là, je pense qu'il faut faut élargir la question, elle est légitime, et en fait, la réponse, elle est assez large, c'est que le sport, c'est le miroir de l'état d'esprit d'une société qui est exacerbée dans le milieu sportif, parce qu'on a en plus la question de la performance et de la sublimation de la performance. Il ne faut pas oublier qu'il y a un modèle qui est basé sur cette performance et qui fait que tout ce qui sort, alors pas normalement, mais historiquement, de l'homme blanc surperformant, etc., c'était pas ce qui faisait le sport. Et on voit d'ailleurs tous les débats qu'il y a pu avoir sur l'introduction du sport féminin. Donc on parlait de racisme tout à l'heure. Et en fait, il y a encore un vestige de cet état d'esprit de l'homme blanc qui fait du sport et qui est le seul à faire la performance. Donc on est encore là-dessus. Il y a certains sujets qui ont avancé avant d'autres. Je pense que même Noël Le Graët, qui avait du mal à comprendre les questions sur l'homophobie dans le foot, il trouvait scandaleux ce qui se passait sur le racisme. Donc, il n'y a pas de concours entre les discriminations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les aborder les unes autant que les autres. Pour avoir fait des débats et des échanges avec certains clubs de supporters qui ne comprenaient même pas que le mot enculé dans un stade pouvait être une insulte, c'est vrai qu'on part de loin, en fait. Désolé de le dire trivialement, mais ce sujet-là, il est assez fort. Pour moi, c'est quelque chose qui est sans fin. Donc, vraiment revenir sur l'éducation au plus tôt. L'école ne peut pas tout faire, mais elle doit participer à la lutte contre les stéréotypes. Mais il y a aussi un problème d'exemple. Il y a aussi un problème d'exemple, c'est-à-dire quand on voit des joueurs comme ça qui refusent de porter ce logo, qui mettent du scotch dessus, qui le masquent. On a entendu plusieurs réactions juste avant. On a entendu la ministre également qui parlait de sanctions fortes. Est-ce que la sanction, c'est la solution pour vous? Alors, c'est inévitable. Pour moi, il faut vraiment sanctionner. Et puis là, effectivement, comme ça a été également dit par le journaliste, il faut sanctionner parce que le club, quelque part, en laissant faire, en voyant le joueur passer avec le sticker sur son maillot pour cacher le logo, c'était une évidence qu'il fallait lui dire soit tu sors, soit tu enlèves le sticker pour masquer le truc. Donc, tolérance en même temps. Ça n'empêchera jamais les... Alors, le mot tolérance, c'est un mot qui... Enfin, tolérer quelqu'un quelque part, c'est en gros... je tolère que tu sois là, mais là, c'est ça. Là, on tolère finalement qu'il cache ce logo. C'est ce qui s'est passé. C'est en ça qu'il y a la tolérance. Il y a la tolérance finalement d'une forme d'homophobie en disant bon, allez, il cache son logo, il veut pas lutter contre l'homophobie, c'est pas très grave. C'est un peu ça ce qu'on entend dans ce discours. Oui, parce qu'il y a une hiérarchie en fait dans les discriminations qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Et encore une fois, d'une personne qui certainement, enfin moi je suis autant scandalisé quand j'entends des faits divers sur des cris de singes dans des tribunes
que quand j'entends des propos ou des comportements homophobes ou des propos sexistes ou antisémites. Enfin, je pense que c'est la question de la discrimination qui doit être beaucoup plus globale que ça. Et en ce sens-là, je pense qu'il faut aussi discuter avec ces personnes-là pour leur montrer aussi un peu, parce que vous parliez de l'exemplarité, mais je pense que ça doit peut-être se faire aussi en dehors des caméras avec ce joueur. Moi, je veux bien le rencontrer et échanger avec lui, pour comprendre un peu plus en détail. Enfin, on peut comprendre qu'il y a des convictions, qu'il y a tout ce qu'on veut, mais ces convictions-là, elles viennent aussi de choses qui sont des pressions sociales ou religieuses, ou dans des schémas de croyances qui sont assez anciens, mais qui reproduisent des stéréotypes. Mais les sanctions, elles sont inévitables, mais elles ne sont pas suffisantes, parce qu'on ne pourra jamais empêcher de penser... les gens de penser ce qu'ils veulent penser, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Sylvain Coppal. La pédagogie. Ouais, la pédagogie, c'est important. Merci d'avoir été avec nous, maître Philippe-Henri Honegger. C'est vrai que c'est choquant de voir à quel point aujourd'hui c'est assumé, en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils décident d'aller jouer en mettant du scotch, en cachant finalement ce logo de lutte contre l'homophobie. Je vais vous donner une réponse très simple de juriste. En France, l'homophobie, c'est comme le racisme, c'est comme le sexisme, c'est comme l'antisémitisme. Oui, mais alors il ne dit pas qu'il est homophobe. Non, mais attendez, juste, il ne se bat pas contre l'homophobie. Vous allez comprendre. C'est un délit. C'est-à-dire que l'expression de ça, c'est un délit. C'est pas une opinion. Il existe une infraction qui s'appelle l'incitation à la haine en fonction de, notamment, l'orientation sexuelle. Quand vous avez une manifestation publique dont l'objet est notamment de faire la promotion de la lutte contre l'homophobie, et que vous commettez un acte positif de cacher le logo de lutte contre l'homophobie, et donc positivement que vous exposez le fait que vous ne luttez pas contre l'homophobie, en réalité, ça revient à une chose très simple, c'est que vous incitez à la haine en raison de l'orientation sexuelle des personnes. Parce que si vous vous opposez à quelque chose qui, en soi, n'est pas un délit, c'est-à-dire que vous incitez à la commission de ce délit. Ah bon, donc... Mais moi, j'ai entendu certains qui disaient, mais non, mais en fait, il a le droit aussi de ne pas vouloir être un militant de lutte contre l'homophobie. Et j'ai l'impression que c'est la vie de Cyril Armadancaire, donc c'est pour ça. Autant, vous voyez, moi, je ne suis pas du tout homophobe, au contraire, je suis très actif dans la lutte contre l'homophobie. C'est quelque chose qui me tient à cœur, au même titre que toutes les autres discriminations. Mais pour autant, là, ce joueur, il peut ne pas avoir envie de jouer pour lutter contre l'homophobie. C'est pas parce qu'il est pas pour un militant actif de l'anti-homophobie qu'il va forcément lui-même être homophobe. La vraie question à se poser, c'est sa légitimité à être rémunéré pour le match qu'il a fait, en sachant qu'il n'en acceptait pas les conditions, puisque là... Ça c'est un autre débat, enfin, c'est juste un problème d'argent. Mais vous comprenez, vous dites c'est son droit. Moi je me dis, il a le droit d'avoir son avis, de ne pas lutter, de ne pas militer pour une cause. Et c'est pas pour autant qu'il est contre. Voilà. Je dis ça nuancé. Je pense que ça peut être un débat juridique intéressant, et je ne dis pas que la question aujourd'hui elle est tranchée. Ouais. Mais je dis simplement que s'il avait décidé de ne pas venir jouer lors de ce match, ça serait beaucoup plus simple. Il n'a pas commis... C'est ce qu'on fait d'autres joueurs, effectivement. Cette fois, il a caché. C'est, à mon sens, terrifiant d'avoir des gens sur notre territoire qui pensent comme ça, mais peu importe. Mais le fait de commettre l'acte positif, de cacher le logo, c'est-à-dire de venir sur le terrain et de cacher le logo, pour moi, c'est un acte militant. Un acte militant qui dit, je suis pas contre le fait qu'on lutte l'homophobie, mais ça veut dire qu'on est en quelque sorte plutôt pour l'homophobie. Et d'ailleurs, il le dit, dans ma conception des choses, moi, je suis gêné par l'homosexualité. Et donc, en fait, on lui donne la parole à travers l'acte qu'il a commis là. Et ça, au sens de la loi, c'est une incitation à la haine en raison de leur orientation sexuelle. C'est puni d'1 an d'emprisonnement. Je l'indique pour ce monsieur et pour d'autres qui auraient envie de le faire dans le futur. Il est midi, on va faire le CNews Info et puis on repartira en Nouvelle-Calédonie puisqu'on apprend il y a quelques instants qu'Emmanuel Macron va partir en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron qui va partir dès ce soir pour, dit-il, installer une mission en Nouvelle-Calédonie. On sera avec Régine qui est sur place dans un instant pour voir s'il y a déjà des réactions. L'annonce a été faite il y a quelques instants. Une mission, on ne sait pas trop quelle est cette mission pour l'instant. Le contour n'est pas encore défini. On va voir ça dans un instant. Pour l'instant, il est midi, le CNews Info. Vous en parliez à l'instant, Jean-Marc, cette toute dernière information. Pour commencer, une semaine après le début des émeutes, Emmanuel Macron se rend ce soir en Nouvelle-Calédonie. Annonce faite il y a quelques minutes par la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui précise que l'un des objectifs du chef de l'État est, je cite, d'y installer une mission. Et face à la situation, finalement, l'aéroport de Nouméa restera fermé aux vols commerciaux, et ce jusqu'à ce samedi, alors que les premières évacuations de touristes ont débuté ce matin. Dans le reste de l'actualité, journée de galère dans les transports en commun parisiens. Le trafic des RER, Transilien et Tram sont très perturbés ce mardi, en cause d'une grève des agents SNCF qui demandent une augmentation de leur prime JO.
On passe à présent à la France qui, je cite, soutient la Cour pénale internationale dont le procureur a réclamé des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais aussi des membres du Hamas. Et puis on termine avec cette foule dense et compacte pour les processions funèbres en hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, comme vous pouvez le découvrir sur ces images diffusées par la télévision d'État. Les obsèques de celui qui était surnommé le boucher de Téhéran et qui s'est éteint dimanche dans un crash d'hélicoptère se tiendront ce jeudi soir dans sa ville natale. Midi 2 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. La Nouvelle-Calédonie qui revient donc à la une de l'actualité, puisqu'on l'a appris il y a quelques instants, Emmanuel Macron part ce soir en Nouvelle-Calédonie. Il part sur place pour y installer une mission. On n'a pas encore les détails de cette mission. On essaiera de faire le point avec notre spécialiste politique Thomas Bonnet dans un instant. Mais tout de suite, on part en direct en Nouvelle-Calédonie où on va retrouver Régine Delfour, notre envoyée spéciale avec les images de Thibault Marcheteau. Régine, c'est vrai que cette arrivée annoncée de Emmanuel Macron, c'est une vraie surprise, d'autant que la situation sur place n'est pas stable. Alors, petit problème de son avec Régine. On va essayer de résoudre ce problème de son dans un instant. Régine, on ne vous entend pas. Donc, on va essayer de résoudre ce problème de son. Je l'ai dit, la situation n'est pas stable ce soir. À l'heure qu'il est en Nouvelle-Calédonie, il y a des touristes qui sont encore bloqués sur place. Regardez cette enquête avec près de 8000 voyageurs qui sont bloqués. Des murs entre la Grèce et la Turquie, ou entre la Pologne et la Biélorussie. Voilà, c'est pas le bon sujet du tout. C'est le sujet sur la Nouvelle-Calédonie et des touristes donc qui sont bloqués à cause des émeutes qui sont sur place. Regardez. Ils attendent depuis des jours, cloîtrés dans un hôtel dans le sud de Nouméa. Des dizaines de touristes métropolitains se retrouvent bloqués à 16 000 km de chez eux. Inquiets, ils espèrent des signaux positifs de la part des autorités françaises qui restent pour l'instant muettes sur leur situation. On espère pouvoir surtout être rassurés, c'est surtout ça qu'on attend. Là, je suis dans un hôtel où il y a une cellule de crise psychologique qui va être mise en place parce qu'il y a des gens qui ont peur, qui paniquent, qui n'arrivent plus à dormir. Voilà, il y a eu des scènes de guerre à côté, donc c'est pas simple, quoi. On parle de 3 semaines de vacances qui étaient paradisiaques, qui peuvent virer un petit peu au cauchemar aussi pour certaines et certains. Donc ça gâche un peu la fête. Des vacances qui voient leur coût financier augmenter de jour en jour. Logés dans un hôtel d'urgence ou dans des gîtes touristiques, ces hébergements temporaires sont entièrement à leurs frais. Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent parce que être logé à l'hôtel tous les jours, ça coûte cher. Se nourrir ici, ça coûte cher. L'assurance des cartes bancaires ne rembourse pas en cas d'émeute ou de guerre civile. Donc tout est à nos frais. L'aéroport international de Nouméa va rester fermé aux vols commerciaux jusqu'à ce jeudi. Au total, 8000 voyageurs sont toujours bloqués sur l'archipel. Alors, on a retrouvé Régine Delfour qui est en direct en Nouvelle-Calédonie avec les images de Thibault Marcheteau. Régine, c'est vrai que cette arrivée d'Emmanuel Macron, je vous le disais, c'est plutôt une surprise. Cette arrivée annoncée, c'est une surprise, d'autant que la situation est loin d'être stabilisée sur place. Oui, absolument. Les incidents continuent ici sur l'île. Ils sont évidemment moindres que la semaine dernière, mais il reste quand même des endroits où c'est très compliqué. Et puis de toute façon, les habitants ne peuvent pas enlever leurs barrages pour se protéger, pour protéger leurs habitations. Il y a quand même ce climat qui est quand même toujours extrêmement tendu. Nous étions encore dans certains quartiers dans la journée où il y avait encore des voitures qui brûlaient, des magasins qui brûlaient, les pompiers qui devaient intervenir, des pompiers qui ne peuvent pas toujours intervenir puisque parfois il y a des tirs et même si les forces de l'ordre sont là, ils ne peuvent pas intervenir. On a pu s'entretenir avec des pompiers qui nous ont dit qu'ils devaient parfois ne pas intervenir, juger si le feu était vraiment dangereux ou pas et en fonction de ça, ils reculaient parce que la situation est vraiment tendue. Et pour preuve, cet après-midi, il y a eu quand même 3 avions, 2 militaires australiens et un avion militaire de néo-zélandais qui sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, mais à l'aérodrome de Magenta, puisque l'aéroport de Nouméa est toujours fermé. Cette route, l'accès à l'aéroport est toujours aussi dangereuse. Donc ces 3 avions sont arrivés dans l'après-midi pour pouvoir évacuer
retrouver plusieurs centaines de ressortissants, surtout des personnes vulnérables. Et on a appris que des Français pourraient aussi être évacués dans les prochains jours. On parle en fait de 500 personnes qui pourraient être évacuées, et cela toujours avec les forces de l'ordre françaises et puis les autorités australiennes et aussi les autorités néo-zélandaises. Merci beaucoup Régine Delfour. Avec Thibault Marcheteau, on va retrouver Gauthier Lebret, spécialiste politique de CNews. Gauthier, c'est vrai que cette annonce qui a été faite par la porte-parole du gouvernement, selon laquelle Emmanuel Macron va se rendre dès ce soir en Nouvelle-Calédonie, c'est une surprise, mais est-ce que c'est pas aussi un aveu d'échec par rapport à la gestion qui a été faite jusqu'à présent par le gouvernement ? Ah bah complètement. Alors c'est un désaveu pour Gabriel Attal, puisque historiquement c'est Matignon qui gère la Nouvelle-Calédonie avec les fameux accords de Matignon. Emmanuel Macron avait confié à Gabriel Attal le sujet de la Nouvelle-Calédonie. Puis Gabriel Attal avait dit lui-même que c'était l'échec aussi de Gérald Darmanin. Donc tout le monde se renvoyait un peu la balle. Bon bah Emmanuel Macron reprend le dossier, désavoue tout le monde au passage et montre qu'il est en première ligne. Alors il va aller sur place, nous dit l'Élysée, pour installer une mission. Sans qu'on ait encore plus de précision. Donc évidemment, le but, c'est de ramener l'ordre dans un premier temps, de calmer les émeutiers, voilà. Et ensuite, c'est d'ouvrir une nouvelle page de négociation pour essayer de calmer les choses avec, dans un coin de la tête, le Congrès, qui, s'il n'y a pas un nouvel accord qui est trouvé, le Congrès sera convoqué au mois de juin prochain pour entériner le dégel électoral qui va permettre à 25 000 résidents français qui vivent sur l'île depuis au moins 10 ans de voter puisqu'ils ne le peuvent pas aujourd'hui. Sauf qu'il y a un risque énorme pour le président de la République, et ce sera un échec majeur, c'est que le Congrès n'entérine pas cette révision constitutionnelle. Puisque si les Républicains ont voté pour à l'Assemblée et au Sénat, là ils se divisent. Est-ce que c'est le bon timing de faire ça en juin ? Le RN a voté pour à l'Assemblée et ensuite Jordan Bardella a dit que c'était irresponsable de faire ça avant les Jeux. Donc est-ce qu'ils vont voter en faveur de ce dégel au Congrès ? C'est pas sûr. Donc il y a une grande instabilité politique sur ce dossier pour le président de la République qui va donc s'impliquer, monter en première ligne et qui sera lui-même comptable évidemment des échecs si ça se passe mal. Donc c'est pour ça qu'il y a cette mission. Déjà, il faut ramener l'ordre et ensuite il faut ouvrir une nouvelle page de négociation. Mais c'est déjà un échec en soi d'ouvrir une nouvelle page de négociation puisque l'ambition c'était de faire ce dégel électoral. Maintenant, on voit bien qu'il y a un début de pause qui est mis sur tout ce processus. Et quelle est la signification d'aller sur place ? Parce qu'Emmanuel Macron aurait pu lancer cette mission dont on n'a pas encore les contours, mais il aurait pu la lancer depuis l'Élysée. Là, il va sur place. Quel est le message qu'il a envie d'envoyer, selon vous ? Alors reprendre déjà le dossier en main, c'est ce que je vous disais, ne plus le laisser à son Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Et puis ça devenait inévitable d'aller sur place. On ne comprenait pas pourquoi Gabriel Attal n'était pas sur place, Gérald Darmanin ou la ministre des Outre-mer. Il y avait besoin de voir les représentants de l'exécutif sur place. Ça devenait vraiment urgent. Alors après, pourquoi Emmanuel Macron et pas Gabriel Attal ? Il faut savoir que l'entourage du Premier ministre s'entend bien ce qu'on va dire, c'est-à-dire que c'est un désaveu, nous dit qu'il ira après les européennes. Gabriel Attal, il a un débat avec Jordan Bardella, je vous rappelle, jeudi prochain. Donc, ce qui aussi, il ne peut pas être sur tous les fronts. Il ne peut pas à la fois faire la campagne pour les européennes. Et on voit déjà qu'avec la Nouvelle-Calédonie, il y a des meetings qui ont été annulés, des déplacements de Gabriel Attal qui ont été annulés. Donc là, il ne pouvait sans doute pas annuler son débat avec Jordan Bardella, ce qui empêchait ce déplacement et ce qui l'aurait sans doute trop fatigué avant le débat avec Bardella. Donc voilà, c'est Emmanuel Macron qui va avec, encore une fois, cette volonté de récupérer le dossier et de montrer que c'est le président qui est à la manœuvre. Ça vous montre aussi l'étendue de la crise. C'est-à-dire que si ça remonte jusqu'à l'Élysée, c'est vraiment que ça devient très tendu, très compliqué. On nous dit que les barrages sont de plus en plus déblayés, qu'il y a un calme qui revient petit à petit. Bon, voilà, la réalité de nos envoyés spéciaux sur place est nettement plus contrastée quand on les entend. Voilà, donc volonté de reprendre le dossier et de montrer que l'exécutif se déplace, ça devenait vraiment indispensable d'aller sur place. On a quand même 6 morts, donc 2 gendarmes depuis le début des émeutes. Merci beaucoup Gauthier. Charles-Henri Gallois, c'est une bonne position du chef de l'État d'aller sur place et d'installer cette mission. Donc encore une fois, on ne sait pas quelle est la mission de la mission. Hein. Mais c'est toujours pareil en fait avec Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il y a l'improvisation, il y a la communication, il faut aller sur place, mais concrètement l'urgence c'est quoi ? Il faut rétablir l'ordre. Et peut-être qu'il va venir avec des CRS ou le GIGN, mais ce n'est pas Emmanuel Macron avec ses petits bras qui va rétablir l'ordre.
Donc moi je pense qu'il aurait dû... les renforts sont en train d'arriver depuis 48 heures, les renforts de police sont en train d'arriver. Ça fait quand même 9 jours. Ouais. Donc je pense que déjà c'est rétablir l'ordre. Après, il est primordial que le président de la République se rende là-bas, mais pour renouer le dialogue. Quand on voit que l'ordre n'est pas rétabli, en fait, à part pour de la communication, on ne comprend pas pourquoi il vient maintenant en Nouvelle-Calédonie. Cyril Hermardincker. Oui, alors il faut savoir quand même que ce scénario, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé dessus en mai 2019, donc ça fait 5 ans pile poil, avec l'Institut aux études de la défense nationale, puisque c'est un territoire qui est enclin à beaucoup de mouvements. Et je crois que le tort que nous avons eu, là, sur ce début de crise, c'est d'avoir voulu le gérer avec des moyens civils, c'est-à-dire des moyens policiers, alors que le terrain, la géopolitique de la Nouvelle-Calédonie impose, pour sécuriser le territoire, d'utiliser des moyens militaires. Je m'explique. Mais là l'armée, on va pas refaire le débat sur la sécurité. Là, on est sur Emmanuel Macron qui va en Nouvelle-Calédonie. Par rapport à ça, on oublie quand même les policiers qui ont été blessés. Non, mais on en a beaucoup parlé. On en a parlé. Juste, on est sur l'actualité du jour. Mohamed Gassama, Emmanuel Macron qui part ce soir en Nouvelle-Calédonie. Il prend ses responsabilités et il l'a toujours fait. Donc moi je pense que c'est salutaire. C'est un désaveu pour Attal ? C'est pas un désaveu. Vous savez, le gouvernement, l'exécutif, c'est un ensemble. Et donc le président qui y va, ça montre effectivement qu'il prend le dossier en main et qu'il va... Est-ce que ça montre que Gabriel Attal n'a pas su gérer ? Non, mais... Vous voulez mettre une... Non, j'essaie de comprendre ce qui se passe, parce que c'est assez étonnant que le président, tout à coup, dise « j'y vais ». Mais si le président y va, moi, je trouve que c'est plutôt salvateur, et que, justement, il puisse mettre cette mission en place en Nouvelle-Calédonie, et que l'ordre, effectivement, se rétablisse, et qu'on trouve les voies et moyens de sortir de la crise. Donc c'est au président à prendre les choses en main. Mais le président est aussi là pour comment dire, mettre... Pour sauver les meubles. Ouais, c'est ce que vous alliez dire, mais je pense que c'est un peu ça. Remettre les choses comme il faut. Après, le président est quand même chef des armées. Donc si jamais on devait aller à une intervention militaire sur place, moi je ne trouve pas incohérent qu'il se déplace en tant que chef des armées sur le terrain pour voir où est-ce qu'il va déployer ses hommes. Après, c'est pas Napoléon, donc on l'attend pas. Et puis je rappelle... Pas tous en même temps. Je demande Gassama un dernier mot là-dessus. Un dernier mot sur ce sujet. L'État est justement un pouvoir régalien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, un pouvoir régalien sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est plutôt bien que le président y aille. C'est plutôt bien qu'il se saisisse du dossier, parce que c'est vrai que sur place, la situation est tendue. C'est ce qu'on n'arrête pas d'entendre et de voir avec nos envoyés spéciaux. Emmanuel Macron, donc, qui part ce soir en Nouvelle-Calédonie, on l'a appris il y a quelques instants, pour installer cette mission. Je voulais également vous parler aujourd'hui de l'affaire Kylian. Alors, vous en souvenez peut-être de Kylian. Kylian, c'est ce jeune garçon qui était scolarisé au lycée professionnel des Palmiers à Nice. Kylian qui est victime de harcèlement, qui refuse de retourner dans son établissement depuis plusieurs mois pour ne pas croiser ses harceleurs. Eh bien, à la suite du témoignage de l'adolescent, un conseil de discipline a exclu 3 élèves. Simplement, ils ont fait appel. L'un d'entre eux a fait appel. Du coup, il est réintégré et la direction a fait 2 propositions à l'adolescent harcelé. Il lui propose soit de conserver sa formation en CAP sécurité, mais de faire tout ça depuis son domicile, donc de ne plus aller à l'école, soit, deuxième proposition, basculer sa formation en apprentissage, donc à l'extérieur de l'établissement. En clair, une fois de plus, on va se retrouver dans une situation où c'est l'élève harcelé qui est obligé de quitter l'établissement. Retour sur les faits. Le rectorat de Nice les a convoqués en qualité de témoins. Pourtant, Kylian a été harcelé par 4 camarades de classe en février dernier. Une incompréhension pour le père de la victime. Je ne comprends pas, avec la maman, pourquoi mon fils a été convoqué en tant que témoin. Mais témoin de quoi? On ne sait pas. Le 12 mars dernier, un conseil de discipline avait mené à l'exclusion avec sursis de 3 élèves et à l'exclusion définitive d'un autre qui a décidé de faire appel. Depuis, Kylian ne va plus en cours par peur de recroiser ses harceleurs. Mon client qui du coup est déscolarisé depuis 3 mois, qui n'en se remet pas du tout, il a des crises d'angoisse, il ne dort pas la nuit, il aimerait poursuivre sa scolarité mais aujourd'hui c'est inenvisageable. 3 mois se sont écoulés depuis le conseil de discipline sans résultat, des délais trop longs selon les parents de Kylian. Le rectorat de Nice s'est justifié. La famille de cet élève-là, de ce harceleur, a décidé de faire appel. C'est leur droit le plus strict, donc on ne peut pas refuser une telle demande. Et une commission d'appel a eu lieu avec tous les délais, évidemment, qui sont nécessaires pour sa mise en place. 2 propositions ont été faites à l'adolescent pour la prochaine année scolaire. Il pourra avoir cours à domicile ou basculer sa formation en apprentissage. En attendant, la famille de Kylian a porté plainte contre les 4 élèves et ont interpellé Gabriel Attal. Alors on est en direct avec Evan Delaunay qui est président de la Fondation Jeunesse France Harcèlement. Bonjour Evan, merci d'être avec nous. Vous-même, vous aviez été harcelé pendant 6 ans. Aujourd'hui, vous intervenez dans les écoles, les lycées, les collèges. Mais quand on entend cette histoire, on se dit qu'au fond, c'est toujours la même chose qui recommence.
c'est-à-dire c'est l'élève harcelé qui est obligé de quitter l'établissement. On est exactement dans cette situation. Entièrement, et ce que je trouve complètement débile, c'est qu'en fait il y a eu des annonces de fait en septembre 2023 et aujourd'hui c'est toujours le même cas, c'est que c'est l'élève victime qui doit partir et les élèves harceleurs restent dans l'établissement. On voit le cas aujourd'hui avec Kylian, mais aujourd'hui le cas est partout pareil dans tous les établissements scolaires. Là, sur 4 jeunes, il y en a eu un qui a été exclu définitivement, qui a fait appel avec ses parents. Il a été réintégré et aujourd'hui, c'est la victime qui doit changer d'établissement ou alors qui doit faire cours à la maison. Mais il a 15 ans, quoi. Enfin, je comprends pas. Franchement, là, je comprends pas la décision. Et comment vous expliquez que ça se passe comme ça, en fait? C'est qu'on a de grandes annonces, on a les membres du gouvernement qui se déplacent, on a vous-même, parfois, qui êtes reçu par les membres du gouvernement et au final, rien ne bouge. En fait, rien ne change à chaque fois. Rien ne change parce qu'il y a des annonces de fait, mais les annonces ne sont jamais mises en place. Aujourd'hui, Gabriel Attal et Elisabeth Borne, comme moi je les avais rencontrés en septembre l'année dernière quand le plan interministériel était sorti, ils avaient dit oui, ça va être mis en place avant janvier 2024. Aujourd'hui, en mai 2024, rien n'est mis en place. Alors oui, il y a eu le changement de gouvernement, il y a eu le changement de ministre, mais et alors, aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, mais rien n'est mis en place. Si la seule chose, c'est le 30-20 qui a disparu et le 30-18 qui a récupéré. C'est la seule chose qui a été faite aujourd'hui, mais malheureusement, c'est toujours à la victime de partir et non au harceleur. Aujourd'hui, c'est incompréhensible. Quand on voit le jeune de 15 ans qui reste chez lui et on lui propose de faire cours à la maison ou de partir en apprentissage, peut-être que ce jeune-là, il aime bien, il préfère être en cours avec tout le monde. Mais aujourd'hui, à cause de 4 jeunes, il ne pourra plus aller dans un établissement scolaire pour se sentir en sécurité. Alors que les jeunes, eux, qui sont harceleurs potentiels, en fait, eux sont réintégrés, ils sont toujours en cours. Et on voit la maman de Kylian qui est désespérée parce qu'elle dit « Je vais m'adresser à Gabriel Attal, je vais m'adresser à la ministre de l'Éducation. » C'est eux qui ont dit au début de l'année que c'était aux harceleurs de partir et plus aux victimes. C'est eux qui ont dit que ça pouvait être pénalisant sur les études. Et finalement, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire il y a les discours et puis il y a la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça pour vous? C'est aux harceleurs de rester chez eux, aux harceleurs potentiels de rester chez eux? Les harceleurs, oui, c'est à eux de rester chez eux. Et puis déjà, c'est à eux de changer d'établissement scolaire. Aujourd'hui, c'est à la victime de rester. Aujourd'hui, alors oui, les harceleurs, forcément, ils ont un besoin psychologique. Mais quand on fait un conseil de discipline, mais que le conseil de discipline, il est contre les victimes de harcèlement, et forcément, qui c'est qui va perdre le conseil de discipline et qui va partir dans un autre établissement? Ça va être la victime. Et aujourd'hui, le cas de Kylian, il en est parfaitement l'exemple. Mais aujourd'hui, il y en a énormément d'exemples en France. Kylian, malheureusement, et j'en suis désolé pour lui, mais le problème qui va arriver, c'est que ça sera à lui de changer d'établissement. Et moi, je soutiens la maman de Kylian et le papa de Kylian aussi, parce qu'aujourd'hui, je comprends leur désespoir, parce qu'ils ne sont pas aidés. Alors oui, elle peut très bien appeler Gabriel Attal et la ministre de l'Éducation nationale, mais ça ne changera rien. Alors moi, oui, forcément, je vais les rencontrer là au mois de juin, mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose pour le mois de septembre? Ça se trouve, il va encore avoir des suicides d'ici le mois de septembre, ou même à la rentrée de septembre, comme il y a pu y avoir en septembre 2023. Mais qu'est-ce que ça va changer? Ils vont encore dire oui, pardon, on n'a pas écouté, etc. Alors qu'ils sont parfaitement au courant et qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Merci beaucoup, Evan. Merci d'avoir été avec nous. Evan, président de la Fondation Jeunesse France Harcèlement. C'est toujours la même histoire, finalement, et ça recommence à chaque fois. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Thierry Cabane sur CNews. Nous, on se retrouve demain à partir de 10h35. À demain. Et d'ici là, soyez prudents.